vous apparaissez sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Le lundi matin dans tous les quotidiens, on peut lire vos exploits dont ils sont les témoins. Dans le reflet des sports, tout le monde est d'accord. Vous proclamez, c'est Sochaux le plus fort. Équipe au nerf d'acier, vous nous avez comblés. Par tant de matchs que vous avez gagnés. Et jusqu'à la finale, nous ferons le chemin. En chantant, tous en dire sur les freins. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, allez, allez. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h jusqu'à peut-être 19h30 pour revenir sur toute l'actualité sportive nationale et puis également surtout régionale. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020 en espérant qu'on se débarrasse de ces masques très bientôt et de tous ces gestes barrières. Donc attention, ça peut que de le faire. En tous les cas, je vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé pour 2021. Et puis on souhaite également au club du sport de reprendre très vite et de revenir sur les terrains, sur les parquets également. C'est déjà le cas pour les clubs professionnels, mais ce n'est pas le cas en tous les cas pour les clubs amateurs. Et on espère les revoir très bientôt et puis qu'on refasse aussi nos vidéos pour qu'on passe de bons moments sur les terrains. Donc j'espère que cette année sera riche pour vous sur le plan santé, je l'espère, et puis également sur le plan personnel. On va parler de ce qui va se passer dans cette émission, car il y aura plusieurs choses. On va faire comme un petit peu d'habitude, le tour d'horizon des championnats étrangers pour voir un peu tout ce qui s'est passé hors de nos frontières. On va également revenir sur ce qui s'est passé en Ligue 1 pour cette journée. On regardera un peu tous les résultats et ce qui s'est passé. On parlera un peu aussi mercato, car on est en plein dedans. Et puis on va revenir également sur la Ligue 2 avec la page consacrée au FC Sochaux Montbéliard qui avait deux matchs cette semaine à domicile, un contre Dunkerque et puis également un contre Clermont ce samedi. Et ce vendredi, pardon. Et puis on regardera également ce qui s'est passé du côté du handball, car il y avait un match du côté du Palais des Sports Gagny-Galouse où le SBF, on verra ce qu'a fait le SBF, c'était la Coupe de France face à Bourg-de-Péage. On va commencer par faire un petit peu le tour d'horizon de l'actualité des championnats étrangers, car il s'est passé des choses ce week-end. Et oui, on jouait sur certains terrains avec les résultats. Ah bah, si on m'a pas mis les fiches dans l'ordre, ça va être compliqué. Oui, on ne jouait pas sur tous les terrains ce week-end, parce qu'il y avait des choses de prévues ailleurs, puis surtout les journées n'étaient pas au programme, car
Il y avait notamment il y avait la Serie A qui jouait ce week-end avec les résultats de cette 17e journée avec le Milan AC qui a battu le Torino 2-0, le Genoa qui a battu Bologne 2-0, Benevento qui s'est incliné chez lui face à l'Atalanta Bergame 4 buts à 1. Un match nul entre l'Inter de Milan et puis l'AS Rome, 2 buts partout. C'était oui, c'était ce dimanche, on me dit, oui, oui, c'était ça, c'était bien ça, ce dimanche 10 janvier. Égal, l'Hellas Vérone, pardon, qui a battu Crotone 2 buts à 1. La Lazio de Rome est allée gagner du côté de Parme 2-0. Naples est allé battre l'Udinese 2 buts à 1. La Fiorentina a battu Cagliari 1-0. Et la Juventus de Turin a battu Sassuolo 3 buts à 1. Il restera une rencontre ce lundi 11 janvier pour clore cette 17e journée avec la Spezia qui recevra la Sampdoria de Gênes. Ce sera à partir de 20h45. Du côté du classement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que le Milan AC est en tête avec 40 points, suivi de l'Inter Milan 37 points, l'AS Rome 34 points. Quatrième, la Juventus de Turin 33 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e le Torino avec 12 points, 19e Parme avec 12 points et 20e Crotone avec 9 points. Du côté du classement débuteur, c'est Cristiano Ronaldo qui est toujours en tête avec 15 buts, suivi de Lukaku de l'Inter de Milan et Immobile de la Lazio de Rome avec 12 buts et 11 buts. On va également s'intéresser à ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne avec tous les résultats de cette 15e journée. On va revenir sur les matchs qui avaient lieu ce vendredi avec Gladbach qui a battu le Bayern Munich. Non, ça c'était pour la 15e. Oui, c'est ça, c'est la 15e journée qui a battu le Bayern Munich 3 buts à 2. Fribourg a battu le FC Cologne 5 buts à 0. Schalke 04 revient après tant de matchs perdus. Face à Hoffenheim 4-0, le Bayer Leverkusen a été tenu en échec par le Werder de Brême, un but partout. L'Eintracht Francfort est allé battre Mayence 2-0. L'Union Berlin et Wolfsburg se quittent sur un match nul, 2 buts partout. Le Borussia Dortmund est allé gagner du côté de Leipzig 3 buts à 1. Et puis ce dimanche 10 janvier, Augsbourg s'est incliné chez lui face à Stuttgart 4 buts à 1. Et puis également l'Arminia Bielefeld a battu le Hertha Berlin 1-0. Au classement, le Bayern Munich est en tête avec 33 points, suivi de Leipzig qui est à 2 points, 31 points. Le troisième est le Bayer Leverkusen avec 29 points. Dortmund est quatrième avec 28 points. En bas de classement, on retrouve le FC Cologne, Schalke 04 et puis Mayence aux 3 dernières places avec 11, 7 et 6 points. Du côté du classement des buteurs, Lewandowski en est à 20 buts. Haaland, lui, en est à 12 buts. Et puis André Silva à 11 buts. Et Haaland s'est blessé, comme on l'avait dit il y a quelques semaines, gravement au genou. Et puis on va regarder ce qui s'est passé du côté, non, ça c'est la Ligue 1, on va y retourner en Ligue 1, on va y venir tout de suite en Ligue 1. Mais on va regarder ce qui s'est passé du côté de la Liga, et c'était la 18e journée ce week-end avec tous les résultats. Ça a commencé déjà ce vendredi avec Celta Vigo qui s'est incliné chez lui face à Villarreal 4 buts à 0. Le FC Séville a battu la Real Sociedad 3 buts à 2. Le match entre l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao a été reporté. Le FC Barcelone est allé s'imposer du côté de Grenade 4 à 0. Osasuna et le Real Madrid se quittent sur un match nul 0 partout. Levante a battu Eibar 2 buts à 1. Cadix a battu Alaves 3 buts à 1. Et le FC Valence est allé s'imposer du côté du Real Valladolid 1 à 0. Et puis il restera une rencontre ce lundi 11 janvier pour clore cette 18e journée avec Huesca qui se rendra pas, non, qui restera chez lui et qui recevra le Betis Séville à partir de 21h. Au classement, les deux équipes de Madrid sont en tête, avec l'Atlético Madrid en tête avec 38 points, suivi du Real de Madrid 37 points. Le FC Barcelone, lui, est bien revenu, en troisième position avec 34 points. Quatrième Villarreal, 32 points. Le FC Séville est cinquième avec 30 points. En bas de classement, on retrouve Elche au 18e, 19e et 20e place avec Osasuna et Huesca qui ferment la marche avec 16, 15 et 12 points. Du côté des buteurs, Lionel Messi en est à 11 buts, suivi de Moreno de Villarreal. Et puis Suarez de l'Atlético Madrid en est à 9 buts. Eh bien, on en a terminé, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on a fait le tour des championnats étrangers, oui, car ça ne jouait pas en Angleterre. Ça reprendra ce mardi 12 janvier pour la 18e journée. Je pense qu'on a été complet, si vous suivez un petit peu l'actualité des différents championnats. Eh bien, moi, je vous propose de passer, on ne parlera pas non plus de la division Arkema. On va s'intéresser maintenant au Trophée des Champions qui aura lieu ce mercredi 13 janvier. Et oui, le Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, ce sera donc à partir
de 13h30. Pas 13h30, qu'est-ce que je dis moi, à partir de 21h, le mercredi 13 janvier, à partir de 21h. Ouh, le début d'année est un petit peu difficile du côté de la radio. Non, ce sera bien mercredi 13 janvier à partir de 21h. Donc c'est un match qui devrait tenir ses promesses, hein. On sait que les Parisiens, bon là c'était en championnat, hein, l'Olympique de Marseille s'est imposé du côté du Parc des Princes. Et puis peut-être aussi que les Parisiens n'ont pas oublié le petit geste de Dimitri Payet également, en arborant le maillot de l'OM quand les Parisiens se sont fait éliminer se sont fait éliminer en Ligue des Champions, enfin ont perdu en finale. Oui, c'était pas l'élimination, c'était plutôt la défaite en finale face au Bayern de Munich. Et Dimitri Payet les avait un petit peu chambrés, donc je pense que eh bien, seront sans doute un petit peu revanchards, ces Parisiens. Donc ça sera ce mercredi 13 janvier à partir de 21h. Eh bien, moi, je vous propose de passer à la Ligue 1. On va regarder tout ce qui s'est passé pour cette 19e journée. Donc, la fin des matchs allés. Mais avant ça, on va passer au jingle de la Ligue 1. C'est parti, on s'intéresse à la Ligue 1, à ce qui s'est passé pour cette 19e journée. Donc comme je le disais, la fin de la phase des matchs allés. On saura après qui est sacré champion d'automne. Bon, c'est un titre honorifique, mais donc ça ne prévaut en rien sur la fin du championnat et qui sera champion. C'est juste donc à mi-saison. On va partir du côté du stade de la Mosson et donc direction Montpellier, avec l'équipe de Montpellier qui est en forme en ce moment et qui va ouvrir qui va ouvrir les hostilités dès la 6e minute de jeu par Oyongo à la 6e, qui ouvre le score pour cette équipe de Montpellier. Et c'est finalement Louza sur un très beau but. Si vous ne l'avez pas revu ou vu ce week-end, eh bien, allez le mater un petit coup, parce que franchement, vraiment un beau but à la 51e minute de jeu. Et les hommes de Raymond Domenech font match nul du côté de la Mosson. Ils avaient fait match nul il y a quelques temps également du côté du stade de la Beaujoire. Et puis eh ben là, c'est encore un petit point. On va écouter la réaction tout de suite de Vittorino Hilton, le défenseur central de la Mosson, qui revient sur le fait que son équipe a perdu trop souvent la balle. Et on va écouter Raymond Domenech et on lui pose la question de savoir pourquoi il est revenu entraîner le FC Nantes, pour quelles raisons exactement, et vous allez écouter sa réponse. Bon, Vito, c'est pas la soupe à la grimace, mais c'est pas un résultat que vous attendiez. Ah non, pas du tout, parce qu'on espérait vraiment gagner ce soir, mais des fois là, on fait des matchs qu'on ne mérite pas de gagner, on gagne. Ce soir, je pense que la première mi-temps, on a fait une très très bonne première mi-temps. On mène à 0, puis en deuxième mi-temps, avec nos pertes de balles, on a mis cette équipe en très en confiance, et puis ils ont aussi égalisé. Ce passif à la Mosson cette saison n'a-t-il pas pesé un peu dans les esprits à force? Ouais, c'est compliqué, parce que on sait tous que jouer des matchs à huis clos sans supporter, c'est difficile. À la maison, des fois, les équipes, comme ce soir, on savait que Nantes, ils allaient nous attendre pour jouer des contres. Et puis c'est ça qui s'est passé en deuxième mi-temps. Je pense qu'ils ont profité de nous perdre de balles. Et c'est là qu'ils nous ont mis vraiment en danger en deuxième mi-temps. Pourquoi être revenu, Raymond? Parce que quand on regarde ce que fait Nantes depuis le début de saison, on se dit que vous avez plus de coups à prendre qu'autre chose, en fait. La passion est plus forte. Je l'ai dit, je l'ai même écrit sur le site de l'UNECATEF. J'ai fait un papier où j'ai écrit ça. C'est la passion du Et pas la peur de prendre des coups, des critiques. Ouais, si on part sur ça, on ne fait plus rien dans la vie. Je veux dire, voilà, l'envie de faire quelque chose où on se sent bien. Et je vous assure que je me sens bien avec cette équipe, je me sens bien à l'entraînement, je me sens bien sur le terrain. Voilà, donc j'essaye. Vous êtes blindé aussi? Est-ce que vous êtes blindé au fil des années? Parce qu'il y a toujours autant. Les critiques sont toujours là. Il y a certains médias, je ne vais même pas les citer, mais qui se déchaînent contre vous. Ça vous touche, ça arrive à vos oreilles?
J'entends, mais je suis passé à autre chose. Moi, je suis dans le club. Je suis dans la construction de cette équipe, dans cette envie de faire quelque chose de bien avec ce groupe qui est un groupe très sain, qui a envie de travailler. Je suis que là-dedans. En plus, voilà, je vis en immersion totale pratiquement à la Jaunelière. Je passe tout mon temps, toute mon énergie est là, mais avec une sérénité totale et une envie que ça marche. Et j'ai envie de redonner à ce club quelque chose qui soit une vraie identité du club. Elle l'a eu, on doit pouvoir retrouver... Et vous connaissez l'histoire de Nantes? Je la connais très bien, je l'ai vécu en face souvent. Oui, j'ai envie qu'on fasse quelque chose de bien avec cette équipe. C'était Raymond Domenech qui, oui, il a raison, la passion l'a fait revenir du côté de Nantes. Et après, il a raison sur certains points. C'est vrai qu'il a été souvent critiqué, et il l'est encore, hein, comme le rappelait le journaliste. Mais quand on aime ce qu'on fait, eh bien, il faut poursuivre malgré les critiques. Il faut écouter les critiques qui sont constructives, mais pas les critiques qui sont méchantes et blessantes. Ça ne sert pas à grand-chose, ça ne fait avancer personne. On va maintenant on va aller du côté du stade Symphorien pour regarder ce qu'a fait l'équipe de Metz qui était opposée à Nice. Et finalement, dans cette rencontre, un but partout également. Et c'est pourtant Nice qui va ouvrir le score par Amine Gouiri à la 18e minute de jeu sur penalty. Et en fin de rencontre, à la 79e minute de jeu, c'est John Boy qui va égaliser pour cette équipe de Metz. Et on en restera là, le partage des points entre les deux équipes. Et on va écouter tout de suite Dylan Brown, le joueur de cette équipe de Metz, qui parle d'un match nul au final mérité. Et puis on va écouter aussi également dans l'ordre Amine Gouiri du côté Nice, Adrian Urcea l'entraîneur et Youssef Attal qui eux forcément parlent de grosses déceptions de ne pas repartir avec les 3 points qui leur tendaient les bras. On voulait gagner ce match, on voulait prendre les 3 points. On savait que Nice avait des difficultés lors des matchs précédents, donc on a voulu les prendre ici chez nous et prendre les 3 points. Donc voilà, on a eu une première mi-temps qui était très difficile. Ensuite, une deuxième mi-temps qui a été beaucoup mieux, donc c'est bien parce que ça montre qu'on a une force de caractère pour réagir même dans les moments difficiles. Mérité, je vais dire oui, parce qu'en première mi-temps, Nice méritait de marquer ce but, mais en deuxième mi-temps, je pense que c'est plus nous qui méritons d'égaliser. Donc ouais, c'est un match nul mérité, on s'en sort bien. Je pense qu'on a encore beaucoup de progression à avoir, donc voilà, faut rester concentré. Les matchs, on les prend match après match et on continue de travailler. Ouais, on va dire que c'est satisfaisant parce que l'année dernière on avait moins de points, donc on fait mieux que l'année dernière, donc c'est qu'on progresse, donc c'est très bien. Après, on se dit toujours qu'on aurait pu en avoir beaucoup plus des points, surtout au tout début de saison, quand on a lâché des points en toute fin de match, on y pense encore, on le regrette. Et voilà, ou des matchs où il manque à chaque fois un petit quelque chose pour prendre beaucoup plus de points, c'est dommage, mais on sent qu'on peut le faire, donc voilà, c'est un peu frustrant, mais on est assez satisfait. Maintenant, on se concentre sur les matchs retour, on sait que ça va être difficile, mais on est prêt. Ouais, bien sûr, c'est une grosse déception, normalement, de repartir avec les 3 points, vu notre première mi-temps, et malheureusement, on repart avec seulement 1 point. Ce soir, je trouve qu'on a été en progression de ce match contre Brest. Il y a eu des choses très intéressantes, et puis surtout, ce qui nous fait plaisir, c'est que tout ce qu'on avait demandé, tout ce qu'on avait préparé comme match, les joueurs ils ont su l'appliquer, et puis ils ont su trouver des possibilités à mettre en danger cette équipe de Metz. On a bien commencé le match aujourd'hui, on était dedans depuis la première minute. Après on est arrivé à créer des occasions, on est arrivé à marquer le premier but. On a fini bien la mi-temps, mais normalement on pouvait marquer le deuxième, normalement on cherchait le deuxième but. À la fin, dans la deuxième mi-temps, on n'a plus la maîtrise du tout. On a baissé en rythme, on a baissé en audacité, on gardait plus la balle. Et eux ils poussaient, et sur un coup de pied arrêté, et Café ils ont marqué. Et ce but nous coûte cher. Et oui, ce but leur coûte 2 points, en tous les cas, à cette équipe de Nice. Avec également des tensions. Il y a eu des tensions lors de cette rencontre qui ont éclaté, bien évidemment, entre le FC Metz et le GC Nice. Alors, c'est suite à une action litigieuse à la 14e minute de jeu qui va déboucher sur les pénaltys en faveur de Nice, transformé par Amine Gouiri. Alors, ce pénalty a
accordé à énerver Frédéric Antonetti. Il s'en est alors pris à Johan Cardinal, qui est le gardien remplaçant de cette équipe de Nice, qui était lui sur le banc des remplaçants. Et par contre, lui, Johan Cardinal, était persuadé de la faute commise par les Messins. Alors Antonetti lui a répondu oh, ferme-la un peu, qu'est-ce qu'il a vu de là? Explique-moi ce que tu as vu de là et ferme-la. Bon, ça a été assez tendu. Bon, là, ils ont mis que les passages un petit peu soft, hein, parce que ça a été un petit peu plus virulent que ça. Donc, c'était tendu du côté du stade Saint-Symphorien. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé du côté du stade de Reims, avec Reims qui recevait l'AS Saint-Étienne. Et finalement, ce sont les Rémois qui vont s'imposer dans cette partie 3-1. Début de signé Boulaïdia, 12e minute sur penalty. Reims mène alors 1-0. 2-0, car c'est le doublé pour Boulaïdia, 37e minute de jeu. Et ensuite, le troisième but, Mathieu Cafaro, 58e. On en est à 3-0. L'AS Saint-Étienne, les Verts vont réduire le score par Charles Haby à la 72e minute de jeu, mais c'est une défaite pour les hommes de Claude Puel. On va écouter tout de suite la réaction de Boulaïdia qui lui dit je ne marque pas souvent à domicile. En tout cas, c'est un beau doublé. Bravo à lui, l'ancien joueur de Jura Sud. Et puis également Claude Puel qui lui, par contre, vous allez bien écouter, il est très en colère après l'arbitrage. On les écoute tous les deux. Ouais, c'est pas anodin. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup marquer à domicile. C'est vrai que tous mes buts c'était à l'extérieur et là j'ai enchaîné quelques buts à domicile. Donc ouais, c'est important pour moi. Mais sinon, surtout collectivement, on a fait un bon match, on a maîtrisé notre sujet. On a été efficace quand il le fallait. Sur les occasions qu'on a eues, on a su la mettre au fond. Et voilà, on repart avec la victoire. C'est le plus important pour nous. L'analyse, je suis en colère par rapport au fait de tous ces faits de jeu qui nous ont été préjudiciables, qui ont été systématiquement contraires. Je comprends pas que ce soit un penalty à part que Mathieu se coupe la main. Je vois pas à bout portant comment il peut faire. Sur le coup franc sifflé sur le troisième but, Mathieu, avant d'intervenir, prend un coup de coude dans la bouche et il est en sang. Là aussi, sur les images, je pense qu'on peut y revenir. Mathieu se fait déséquilibrer dans la surface, à l'entrée de la surface, et quand on voit l'image de derrière, c'est systématiquement penalty. On n'a pas, malgré tous ces aléas, on n'a pas pété un câble, entre guillemets, et mes joueurs se sont très bien comportés. Ils n'ont pas pété un câble, les joueurs de Saint-Étienne. En tout cas, Claude Puel était très remonté contre l'arbitrage. On va maintenant s'intéresser à l'équipe du Paris Saint-Germain, entraînée désormais par Mauricio Pochettino, qui est arrivé il y a peu sur le banc. Il avait déjà effectué un match face du côté de la Saint-Étienne qui s'était soldé par un match nul pour la 18e journée. Là, les Parisiens recevaient l'équipe de Brest et ils se sont imposés assez largement, assez confortablement, on va dire, 3-0. Des buts signés Moïse Kean, 16e minute de jeu, également Mauro Icardi, 81e, et Pablo Sarabia, 83e minute de jeu, sur une superbe talonnade de Mauro Icardi qui revenait pour cette rencontre. Il revient en tous les cas en forme car il a fait une bonne chose, une passe décisive, un but également. Et on va écouter tout de suite la réaction de Mauricio Pochettino. On lui parle déjà de Marseille, mais avant de revenir sur l'entraîneur parisien, je vais vous donner quand même ce qu'a dit du côté de Brest Romain Fèvre au micro de chez nos confrères de Canal+. Après cette défaite, il dit c'est sûr que c'est un score un peu sévère. Après, on connaît les grandes équipes. Il suffit d'une action pour qu'ils nous punissent, mais je pense qu'on a montré de bonnes choses et il y a des choses à retenir pour la venue de Rennes. La semaine prochaine, il y a de quoi être optimiste. On a fait bonne figure, on a montré de belles choses. Maintenant, il y a des choses à rectifier et on va les travailler cette semaine à l'entraînement avec le staff et les joueurs pour préparer Rennes la semaine prochaine. Oui, Brest qui est resté aussi sur de très bons résultats. Voilà, ce n'est pas non plus un drame de perdre au Parc des Princes car beaucoup d'équipes vont sans doute perdre cette saison. Et on écoute tout de suite Mauricio Pochettino qui lui
On lui parle déjà du match contre Marseille pour le Trophée des Champions et également de l'importance que cela a du côté des supporters parisiens et puis également marseillais. Mbappé, Kylian Mbappé, vous l'avez trouvé bon ce soir, meilleur encore que contre Saint-Etienne? Oui, il a fait de bonnes choses, il a eu des occasions. C'est bien dommage qu'il n'ait pas marqué un but. Mais je crois qu'il a fait un bon match. Un mot sur également le match de mercredi, Mauricio, PSG Marseille. Vous savez ce que c'est un PSG Marseille quand même? Vous en avez vécu? C'est particulier. Vous savez que les supporters étaient dehors ce soir devant le stade avec des banderoles. On sent que c'est déjà très important pour eux et pour tout le club. Bien sûr, c'est un match très spécial pour Paris et pour moi aussi. Rejouer contre Marseille, on espère faire un bon match, arriver dans les meilleures conditions possibles pour être compétitif et bien évidemment, comme à chaque fois quand on est le PSG, il faut gagner. Quand on est Paris, il faut gagner. En tout cas, les choses sont dites. On va maintenant regarder, avant de se projeter sur Monaco, quelques infos mercato, notamment du côté du Paris Saint-Germain. C'est nos confrères de Maxi Foot qui nous le disent. Bon, on était déjà un petit peu au courant avec le milieu de terrain Dele Alli, 24 ans, 4 apparitions en Première Ligue cette saison, qui est en difficulté du côté de Tottenham et qui se retrouve annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis déjà plusieurs semaines. Et de son côté, RMC, la radio, se montre catégorique. Des négociations sont bien en cours entre les deux formations pour l'international anglais sur ce mercato d'hiver. Et contrairement à l'été dernier, les discussions entre les Parisiens et les Spurs avancent même dans le bon sens. Par contre, le dossier Ali serait notamment lié à un éventuel départ du PSG de Leandro Paredes sur cette période des transferts. Pour rappel, dimanche, l'entraîneur de l'Inter de Milan, Antonio Conte, a mis un terme à la rumeur en voyant l'Argentin au sein du club italien. Donc, affaire à suivre du côté du Paris Saint-Germain et également de Leandro Paredes. On va maintenant s'intéresser à Monaco. Monaco qui recevait le SCO d'Angers. Le SCO d'Angers qui sortait une belle victoire, notamment du côté de Lille. Et c'est finalement Monaco qui va s'imposer dans cette rencontre 3-0. Début signé Maripane à la 40e minute de jeu. Kevin Volland, 72e minute de jeu. Et Stevan Jovetic à la 81e minute de jeu qui va parachever le succès des Monégasques. On va pas écouter, je vais vous lire la réaction de Youssouf Fofana, le milieu de terrain, au micro de Téléfoot, la chaîne, après la victoire donc, face à Angers. Il dit les 3 points face à un adversaire qui était derrière nous, mais avait le même nombre de points. On sait qu'Angers voyageait bien, il restait sur 6 matchs invaincus à l'extérieur. Du coup, c'était important pour nous de confirmer. Et la réaction de l'autre côté, du côté de Stéphane Moulin, on n'a surtout pas réussi à ouvrir le score, chose que l'on avait faite à Lille. Nous avons 4 occasions en première mi-temps. À partir de là, on ne se met pas dans de bonnes conditions. Et Monaco a su saisir sa chance sur un deuxième ballon après un corner. On entre à la mi-temps à 1-0. C'est bien payé pour eux-mêmes. Si dans le contenu, on n'a pas montré la même qualité qu'on a montré à Lille. Je me répète, mais en première mi-temps, il y a 3 ou 4 occasions qui auraient pu tourner en notre faveur. Je pense à l'action de Pierrick Capel qui doit se terminer par un but. Je ne sais pas si cela aurait changé la donne. Cela nous aurait renforcés dans nos convictions et cela les aurait peut-être fait douter. Là, je n'ai pas senti qu'ils ont douté. Il y a des matchs comme ça où il faut être plus efficace. Après, je ne vais pas remettre tout en cause parce que l'on a perdu 3-0 à Monaco. C'est une équipe qui est 4e du championnat aujourd'hui, qui finira dans le quintet de tête, peut-être même mieux. Eh bien, en tout cas, c'est la réaction de Stéphane Moulin. On va s'intéresser à une autre rencontre entre Dijon et Marseille. Pas de but dans cette rencontre, 0 partout. Mais c'est vrai que cette équipe de Dijon a bien redressé la barre depuis que David Linares a repris les rênes. Et c'est un match nul face à une équipe de Marseille qui n'a pas réussi à trouver la solution dans cette équipe dijonnaise bien regroupée et qui pratique de plus en plus un très bon football. Mais il faut aussi convertir. Ce n'est pas chose simple face à Marseille, mais en tout cas, c'est un bon point également pour Dijon. On va regarder ce qui s'est passé du côté du stade Bollaert. Et là, on va direction le Racing Club de Lens qui recevait Strasbourg. Strasbourg qui en avait mis 5 du côté de la Méno face à Nîmes et qui arrivait confiant. Et ben, ce sont finalement les Strasbourgeois qui vont s'imposer dans cette rencontre par la
pas le plus petit des scores, mais c'est 3 points grâce à Habib Diallo, 21e minute de jeu. Et ça suffit au bonheur des hommes de Thierry Lauré. Avant d'écouter Franck Hez, l'entraîneur de Lens, on va pas écouter, je vais vous lire la réaction de Thierry Lauré en conférence de presse, donc après la rencontre. Il a dit qu'il y avait de la joie dans le vestiaire, ça récompense les efforts des garçons depuis plusieurs semaines. Ça se joue sur pas grand-chose, mais la victoire aurait pu être beaucoup plus large, car c'est nous qui avons les occasions. Sur la deuxième période, on a joué un peu plus bas. Mais on savait aussi qu'on pouvait leur faire mal à tout moment. Ça n'a rien de phénoménal de faire 20 points lors de la phase aller. Mais c'est plutôt correct par rapport à notre situation d'il y a quelques semaines. On espérait faire mieux, c'est une évidence. Mais finalement, dans le championnat de cette saison, avec les équipes de queue qui ont peu de points, vous allez voir la suite, c'est sur justement le brouillard épais qui était du côté de Lens. C'est la première fois que je ne prends pas de plaisir à voir mon équipe car on ne voyait pas ce qui se passait. Je crois que Ludovic Ajorc a tiré sur le poteau, mais je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ce n'était pas dramatique, mais c'était à la limite de on joue pas. Tu ne fais pas la promotion du foot avec ça. Donc c'était la réaction de Thierry Lauré. Et puis maintenant, on va écouter la réaction de l'entraîneur de Lens, Franck Hez, qui lui dit ce soir, si on perd, on doit s'en prendre qu'à nous-mêmes. J'ai déçu, parce que quand on est compétiteur, on n'aime pas perdre des matchs. Est-ce que c'est déçu seulement par le résultat ou si la manière qui est un petit peu décevante? Non, il n'y a pas que le résultat. Il y a le fait d'avoir encaissé ce premier but avec une multitude d'erreurs. C'est bien sur le premier côté, sur le côté droit, que les couvertures qui n'ont pas été faites à l'opposé, alors que c'était une situation tellement simple à gérer. Donc ça, c'est la première des choses, surtout quand on sait, et vous le savez, que notre adversaire déjà s'ouvre très peu. Et quand l'adversaire mène, quand Strasbourg mène, il ne s'ouvre plus du tout. Et là, il faut être beaucoup plus juste et efficace sur les quelques occasions qu'on a eues, notamment celle de la fin de première période. Il aurait fallu marquer, égaliser pour pouvoir peut-être amener l'adversaire à s'ouvrir un peu plus. Mais bon, on n'a fait ni l'un ni l'autre, donc on doit s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et se dire que voilà, il y a encore beaucoup de travail et qu'on est loin d'être arrivé. Et même si moi je le sais, et ça permet aussi que tout le monde soit au clair avec ça. C'était l'entraîneur de Lens, Franck Hez. On va maintenant s'intéresser à une autre rencontre. On va partir du côté du stade des Costières avec une équipe de Nîmes qui est mal en point et qui a surtout besoin de points. C'est le cas de le dire avec cette équipe de Nîmes qui va prendre 0 points cette rencontre face à Lille car ce sont les Lillois qui vont s'imposer 1-0 sur une grosse erreur de la défense de cette équipe de Nîmes. C'est Burak Yilmaz à 29e minute de jeu qui marque l'unique but dans cette rencontre. On va écouter la réaction de Lucado, le défenseur de Nîmes, qui lui dit, comparé au match de Strasbourg, perdu 5-0 le 6 janvier, on a montré autre chose, des valeurs dignes de la Ligue 1. Il parle à propos de son dégagement manqué qui a mené au but de Burak Yilmaz. Il dit j'assume ma faute, la balle m'arrive sur le pied, quand le sort s'acharne, on perd, on est quand même puni, mais on a stoppé l'hémorragie, on ne prend plus 3 ou 4-0 à chaque match. Sur les sorties de balle, on s'est montré tactiquement C'est sûr que c'est compliqué quand on est dans les dernières positions, et en dernière position pour cette équipe de Nîmes du championnat de la Ligue 1. On sait que la confiance n'est pas là, donc le moindre geste est plus compliqué à réaliser que quand on est dans les 5 premiers du championnat. C'est un manque de confiance. Et on va écouter la réaction également de Christophe Galtier qui lui dit, il parle d'un match où Lille a fait des erreurs quand même dans cette soirée, mais il remporte les 3 points. Vous allez voir, il y a également notre confrère Laurent Paganelli qui va arriver dans la conversation, et vous allez voir pour quelle raison. Oui, les joueurs ont réagi au niveau de l'exigence, de l'engagement, des efforts fournis les uns par rapport aux autres, dans un match difficile, dans des conditions difficiles, face à un adversaire qui était aussi en réaction. On a concédé très peu de situations. On s'est créé quelques situations, on a marqué sûrement au bon moment, mais après on aurait pu être beaucoup plus juste sur notre jeu de transition. On a fait des erreurs techniques, on a eu des déchets dans la dernière passe, alors qu'on aurait pu être beaucoup plus dangereux, mais c'est comme ça. Parce que franchement,
Christophe. Je voulais remercier quand même le club, Christophe, parce qu'il m'a offert le club. Petit Marius, le club, ça déconne. Alors au début, je croyais que c'était pour moi, parce que c'était ma taille. Ouais. Celui-là, c'est des années 70, il a rétréci, il est passé au sèche-linge. Alors, je ne voulais pas vous embêter, mais je voulais vous embrasser, parce que la dernière fois que j'ai eu un maillot, c'était peu limite. Tout à fait. Alors voilà, je voulais vous embrasser, le club, Christophe. Je vous aime, je vous embrasse. Ouais, c'est un peu... Non, c'est ça, c'est aussi ça le football. Voilà, il y a la compétition, il y a les médias, des fois on n'est pas content avec les médias. Voilà. Mais regardez, il a mis le bonnet des années 80. En ce moment, la télé, il y a Star 80. Je le cherche, je peux voir s'il danse ou quoi que ce soit, mais non. Ça déconne. Bon, en tous les cas, je vous embrasse, Christophe, je te remercie vraiment. Avec plaisir. C'est le Seigneur. C'est le boss. C'est le boss, oui, c'est le boss de l'équipe première de cette équipe de Lille. C'était Laurent Paganelli qui est arrivé donc au milieu de la conversation pour le remercier du maillot qu'il lui avait sans doute offert. En tous les cas, c'était assez sympathique. On va regarder ce qui s'est passé maintenant aller du côté de la Bretagne avec le Stade Rennais qui recevait l'Olympique Lyonnais. C'était assurément un excellent match, un très beau match, avec Clément Grenier qui va inscrire, lui qui a joué du côté de Lyon également, à 21e minute de jeu, 1-0 pour cette équipe de Rennes, qui va doubler la mise par Benjamin Bourigeaud, 55e minute de jeu, dans un match, comme je disais, de très haut niveau. 2-0, on se dit que Lyon est mal en point, car les Lyonnais n'étaient pas très bons jusque avant ce dernier quart d'heure fatidique à cette équipe de Rennes, avec tout d'abord un superbe but de Memphis Depay, 79e minute de jeu, et 3 minutes plus tard, c'est Jason Denayer, 82e, qui arrache le match nul pour cette équipe de Lyon. On va en rester là, 2 buts partout. On va écouter la réaction de l'entraîneur Julien Stéphan du côté de Rennes, qui lui revient sur le fait que son équipe a fait à 75 minutes de très haut niveau. Mais il y a eu ces 20 minutes de trop, enfin ce dernier quart d'heure de trop. Et puis Rudy Garcia qui, oui, vous allez voir, on lui parle du titre de champion d'automne, oui, c'est bien, c'est honorifique. Mais il revient sur le fait que son équipe n'a pas été bonne ce soir. Oui, de la frustration, de la déception du résultat. On a fait 75 minutes de très haut niveau. Voilà, on a dominé complètement cette équipe lyonnaise. Je crois que ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas été en difficulté comme ça. Tout ce qu'on avait préparé a fonctionné. Voilà, et malheureusement, il nous a manqué les 15 dernières minutes où c'était un petit peu immature sur quelques séquences. On a pêché aussi un petit peu physiquement, ça a été plus dur à la fin. Voilà, c'est dommage parce que vraiment, je pense que le contenu du match méritait autre chose. Bon, c'est aussi des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer sur la deuxième partie de saison. Voilà, il ne faut pas qu'on redescende, qu'on mette autant d'intensité, autant d'engagement, autant de qualité collective dans les matchs. Si on arrive à rééditer et à reproduire ce genre de performance, alors on aura, je pense, un certain nombre de victoires sur cette deuxième partie de saison. Non, pas message, on s'était bien préparé, voilà, on avait bien étudié l'équipe de Lyon, on voulait court-circuiter leurs points forts, contrecarrer ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et puis on a modifié notre organisation aussi, au milieu de terrain ça a très bien fonctionné, voilà, on a cherché à gagner ce rapport de force qu'on a gagné, et je pense, et sur le plan tactique et sur le plan technique aussi. Donc ça c'est des points intéressants. Non, on voulait faire simplement une grosse performance. On a fait une très grosse performance pendant 75 minutes. C'est qu'un point malheureusement, mais on n'a pas été bon ce soir, faut le dire. On a eu beaucoup de déchets techniques inhabituels. Et puis je pense qu'ils en voulaient plus que nous, et dans la position qu'on occupait avant le match, c'est pas normal. Après, ce qui compte effectivement, c'est que on reste premier, on est champion d'automne, même si c'est un titre qui vaut pas grand chose, si ce n'est qu'elle dit qu'on a fait une bonne première moitié de championnat. Mais effectivement, quand on perd 2-0 à Rennes, qui est quatrième, qui a joué avec des champions et qui ambitionne de la rejouer, de partout ici, avec les 30 dernières minutes qu'on a pu faire, avec l'aide des entrants aussi, c'est un bon résultat, et donc ça sauve le match, on va dire. Ça sauve le match pour Rudy Garcia. Dernier match de cette 19e journée de Ligue 1, c'était Bordeaux qui recevait Lorient. Et c'est Rémi Houdin qui ouvre le score dès la 13e minute de jeu pour cette équipe bordelaise, qui va garder l'avantage du score que pendant 10 minutes avant que Terem Moffi, 23e minute de jeu, l'homme en forme, il avait déjà marqué au match précédent pour cette équipe de Lorient,
va égaliser pour les Lorientais de Christian... non, pas Christian Gourcuff, là. Là, c'est pas Christian Gourcuff, c'est Christophe Pélissier qui est du côté de Lorient. Christian Gourcuff, c'était plutôt du côté de Nantes avant qu'il soit limogé et remplacé par Raymond Domenech. Et c'est un doublé pour Rémi Houdin, 43e minute de jeu. Le Bordelais inscrit son deuxième but et surtout qui donne la victoire à cette équipe de Bordeaux. On va l'écouter tout de suite, le buteur Rémi Houdin. Et également Amadou Traoré, les deux joueurs parlent qu'ils sont tombés sur une équipe de Lorient qui leur a posé beaucoup de difficultés. On est tombé sur une bonne équipe de Lorient qui nous a posé quelques soucis. On a réussi à mettre ce premier but et après on se fait rejoindre. Et, avant la mi-temps, on arrive à mettre ce deuxième but qui, on va dire, nous met un peu à l'abri. Ça nous fait du bien. Et après, on a eu des situations. On a eu quelques-unes qu'on aurait pu m'exploiter, mais c'est plutôt pas mal. Et cette victoire fait du bien. On finit la phase aller et ça nous permet de regarder vers le haut. Un, peut-être deux, on verra s'il m'est accordé. Après, ça me fait plaisir, mais surtout que c'est important parce que ça donne les 3 points à l'équipe. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. La victoire a fait du bien, comme toujours. On a retrouvé la victoire. Même si dernier match, on a fait un match nul contre l'FC Metz. Mais là, on a retrouvé la victoire aujourd'hui et ça fait toujours plaisir. En plus, on est resté collectif jusqu'à la fin, solidaire. Et on a défendu jusqu'au bout. Et même si c'était un peu dur vers la fin, on a réussi à garder la tête haute. Oui, c'est pas toujours évident en fin de match, hein. Les joueurs sont fatigués, mais il faut tout donner pour garder ces 3 points tellement importants, cette équipe de Bordeaux. Je vous avais pas dit lors du match Rennes Olympique Lyonnais, on va revenir un petit peu sur l'Olympique Lyonnais hein, qui est en train de régler les derniers détails pour l'arrivée d'Islam Slimani, 32 ans, une apparition en Première Ligue cette saison. Alors, c'est le quotidien régional Le Progrès qui confirmait les négociations en cours pour l'attaquant de Leicester. Mais il annonçait aussi des obstacles, un accord avec le club, la durée de son contrat à surmonter. Mais selon les informations du journaliste de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, l'international algérien se retrouve attendu à Lyon mardi pour passer sa visite médicale. En effet, un accord total a bien été trouvé par les Gaunes avec les Foxes et l'ancien monégasque. Pour l'instant, les détails de cette opération n'ont pas été communiqués, mais l'OL tient visiblement le remplaçant de Moussa Dembélé qui lui est attendu du côté de l'Atlético Madrid pour ce mercato d'hiver. C'était ce qu'on pouvait dire du côté de Lyon pour le mercato. Eh bien, on va continuer cette Ligue 1, en tout cas vous donner le classement avec tout d'abord l'Olympique Lyonnais qui est donc sacré champion d'automne avec 40 points, suivi de très près par le Paris Saint-Germain qui est deuxième avec 39 points, troisième Lille avec le même nombre de points, 39 points. Après, il y a un petit trou entre Lille et Monaco, entre le troisième et le quatrième. Monaco, lui, a 33 points, cinquième Rennes, 33 points. Sixième, Marseille, 32 points. Mais en tous les cas, ça promet pour la suite du championnat, car il va y avoir beaucoup de suspense, car toutes les équipes se tiennent en très peu de points. Donc, ça devrait être sympa pour le suspense de cette seconde phase de championnat. Avec en 18e position, on retrouve Dijon avec 14 points, également en 19e Lorient 12 points et 20e Nîmes avec 12 points. Du côté du classement débuteur avec Memphis Depay, le Lyonnais qui en est à 13 buts, Kylian Mbappé lui en est à 12 buts, Kylian Mbappé, il faut prononcer, oui, on dit toujours le M, mais on prononce Mbappé. Et puis également Boulaye Dia, le Rémois, l'ancien joueur de Jura Sud Foot, qui lui est à 12 buts. C'est une entrée remarquée sur le podium de la Ligue 1. Lui qui est très convoité, hein, notamment du côté de l'Angleterre, car il a un profil qui plaît bien outre-Manche. Ce samedi 16 janvier, donc ce sera la 20e journée avec les rencontres qui auront lieu à partir de 20h. Il y aura également, un petit peu plus tard, je vous le dirai, tout d'abord Strasbourg, on retrouvera Strasbourg-Saint-Étienne, Montpellier-Monaco, Angers-Paris Saint-Germain, Marseille-Nîmes, Lyon-Metz, Nice-Bordeaux, Nantes-Lens, Lille-Reims, Brest-Rennes et également Lorient-Dijon. Eh bien, je pense qu'on a tout dit pour cette Ligue 1, on va passer à la Ligue 2. Et puis, on va regarder un peu ce qui s'est passé du côté du FC Sochaux-Montbéliard qui disputait 2 matchs dans la semaine, 2 rencontres au programme au Stade Bonal. Jamais simple hein, de négocier 2 rencontres comme ça de suite. Mais on va voir que les Sochaliens, ils s'en sont bien tirés. Allez, on part générique Ligue 2.
C'est parti pour la Ligue 2. Et oui, comme je vous le disais, il y avait 2 rencontres au programme. Tout d'abord, le match contre Dunkerque avec les résultats de ça c'était à la 18e journée. Et puis également, il y aura la 19e journée avec tous les résultats. Je vais vous donner déjà les résultats de cette 19e, pas 19e journée. On va commencer par la 18e journée, ce qui s'est passé exactement lors de cette 18e journée avec la victoire du FC Sochaux Montbéliard. Voilà, on va retrouver, c'est un peu long. Déjà, je vous donne tous les résultats de cette 18e journée avec l'AC Ajaccio qui avait battu Pau 4-1, la JOCR qui avait battu le Stade Malherbe de Caen, qui n'a pas battu, qui a fait match nul contre le Stade Malherbe de Caen. Si j'enlève des points à Pascal Duprat, il ne va pas aimer. Avec un but partout, Le Havre était allé s'imposer du côté de Chambly 1-0. Clermont Foot avait battu Grenoble 3-0, belle performance. En avant de Guingamp, Hermien s'était quitté sur un match nul, 2 buts partout. Toulouse avait battu le Paris FC 1-0, également 3 qui a battu Châteauroux 2-0. Et l'AS Nancy Lorraine qui était allé s'imposer du côté de Valenciennes 3-2. Avec également, vous avez peut-être suivi un petit peu ces informations, avec l'AS Nancy qui a été racheté. Et on va retrouver, on va en parler un peu, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont en train de se faire racheter du côté de la Ligue 2 en ce moment. Et Nancy en fait partie. On reviendra également sur Châteauroux juste après. Et il y a un nouveau président du côté de l'AS Nancy-Lorraine, c'est Gauthier Ganaille, qui lui dit notre ambition c'est la Ligue 1 à moyen terme, donc c'est le successeur de Jacques Rousselot, qui a donc découvert ce lundi 4 janvier son nouveau club, l'AS Nancy-Lorraine. Donc il y a eu une présentation aux joueurs, au staff, et également à la presse avec un message rassurant. Il veut d'abord sauver le club en Ligue 2, c'est vrai que Nancy est dans les dernières positions avant de bâtir une équipe pour retrouver la Ligue 1. Donc c'est vrai que Jacques Rousselot, qui a 71 ans, il n'a connu qu'un seul club dans sa vie de dirigeant. Il a mis beaucoup d'argent aussi également du côté Nancy, et il faut le dire. Il a tenu donc la maison pendant 27 ans avec des hauts et des bas. Et le jeune président, car il n'a que 32 ans, Gauthier Ganaille, qui donc lui succède, en est déjà à 4 clubs. Alors sur son CV, il collectionne les ex-postes, les postes et les destinations. Donc ex-Lens, il était à marketing et secrétaire général. Ex-Barnsley en Angleterre, donc au Royaume-Uni, directeur technique. Ex-Nice, où il a été président également. Donc parallèlement à ses différentes fonctions en Lorraine, il est même toujours président du club belge du KV Ostend. Il a déjà prévenu sur le site internet du club qui évolue en Jupiler Pro League qu'arriver à Nancy ne signifie pas que je renoncerai ou réduirai mes fonctions au KVO. Le fait qu'un nouveau club soit ajouté au consortium, car c'est un consortium qui a racheté l'AS Nancy-Lorraine, signifie également encore plus d'opportunités pour KVO en termes de croissance sportive et économique. Alors le sport au service du business, c'est souvent vice-versa. Le discours a le mérite, en tous les cas, d'être clair. Tout ce qu'il dit, il faut bien comprendre qu'il s'agit à Nancy d'investisseurs privés qui se regroupent pour faire une opération. C'est important car cela signifie qu'il n'y a pas d'objectif à court terme, qu'il n'y a pas de pression comme c'est le cas pour un fonds d'investissement, donc précise Gauthier Ganaille. C'est un actionnariat qui nous permettra de mettre en place des synergies entre nos différents clubs. Aujourd'hui, Nancy est un projet à long terme. La feuille de route qu'on m'a donnée n'est pas de valoriser un actif qui serait vendu à une date déjà déterminée. Alors, un nouveau président qui maîtrise forcément la communication dit quantifier les renforts. Il y a quelques retouches à faire, mais tout n'est pas à jeter. Eh bien, moi, je vous propose de l'écouter, ce nouveau président, Gauthier Ganaille. Alors, je ne sais pas si on prononce Ganaille ou Ganaillé, donc s'il y a des Nancéens qui nous écoutent, vous pouvez me le dire. Eh bien, on l'écoute à propos du rachat de l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine. C'était chez nos confrères de Téléfoot La Chaîne. Ces premiers jours, ces premiers instants à la tête de l'AS Nancy-Lorraine? Je vais très bien, merci. Tout se passe bien pour le moment et j'ai hâte que ça débute.
Alors vous êtes je ne sais pas si on peut dire un habitué parce que c'est pas votre première fois à ce poste-là. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans ce projet de l'AS Nancy-Lorraine? On rappelle, on l'a vu avec le championnat malheureusement pour la SNL, en grande difficulté dans cette lutte pour le maintien. Écoutez, les investisseurs qui ont racheté le club se sont intéressés au club depuis de nombreux mois. Les discussions ont pris du temps. Il y avait une volonté que ça se boucle avant le début du mercato. Et moi, c'est vrai que quand on m'a proposé ce projet, relever ce challenge, ça m'a tout de suite intéressé. Bien entendu, durant les négociations, la situation sportive s'est un peu dégradée, mais on a quand même estimé que ça valait la peine et que la barre pouvait être redressée sur cette partie de saison. À part ce qu'on imagine comme objectif pour cette saison 2020-2021 et le maintien, quand on voit le classement, on comprend tout à fait cela. Quelles sont les perspectives, les années N+1, N+2, les étapes à franchir pour la SNL? Comme vous venez de le dire, en fait, effectivement, il y a une certaine dualité. À la fois, il y a un objectif à court terme qui est bien entendu assez modéré, qui est celui de se maintenir en Ligue 2 coûte que coûte. Et là-dessus, je suis persuadé que l'équipe a les qualités pour, et on fera ce qu'on peut pour faire quelques retouches à l'effectif et faire en sorte qu'on ait ce maintien le plus tôt possible. Et ensuite, bien entendu, qu'il y a un objectif qui est un peu plus ambitieux, qui est que l'AS Nancy-Lorraine retrouve la Ligue 1 à moyen long terme. Retouche sur l'effectif, pas dans le staff. Jean-Louis Garcia, toujours l'homme de la situation. Retouche dans l'effectif, ouais, dans les limites qui nous sont données par la DNCG, donc il va falloir un petit peu d'imagination. Et ensuite, sur Jean-Louis Garcia, vous voyez bien que ce soir c'est lui qui est sur le banc de touche. Et voilà, on a pris le club il y a quelques jours. Si on avait voulu qu'il y ait un changement d'entraîneur, il y aurait eu un changement d'entraîneur. Donc il est là ce soir et c'est lui qui va mener l'équipe et qui va, je l'espère, nous ramener 3 points. Dernière petite chose sur les ajustements de l'effectif, vous avez déjà une piste. Ne me donnez pas les noms, je sais que vous mourrez d'envie de me donner des noms, on veut juste au moins les postes et les secteurs de jeu. Non, mais même les secteurs de jeu, je ne vais pas les donner, mais je pense que vous êtes habitués, vous regardez beaucoup de matchs de Ligue 2, et je pense que tout le monde peut vite cibler les problèmes de l'équipe. On encaisse un peu trop de buts, on n'en marque peut-être pas assez, donc voilà, c'est 2 secteurs assez aisément identifiables. Bon, on va suivre ça pour un défenseur et pour un attaquant et on espère que ça ira mieux pour l'AS Nancy-Lorraine. Merci, Président, d'avoir été à nos côtés. On vous souhaite une belle deuxième partie de saison et une belle aventure. Merci d'avoir été à nos côtés si rapidement pour parler de cette rencontre entre Valenciennes et l'AS Nancy-Lorraine. C'était nos confrères de Téléfoot, la chaîne, avec Smaïl Bouadjela qui revenait justement sur la vente de l'AS Nancy-Lorraine avec le nouveau président Gauthier, je prononçais Ganaillé, je ne sais pas, je me trompe peut-être, ou Ganaille, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Et puis on va parler également d'une autre vente qui est en train de se réaliser, c'est la vente du club de Châteauroux, la Berrichonne de Châteauroux, qui va sans doute être vendu à un prince saoudien. C'est en bonne voie. Les actionnaires, en tout cas de la Berrichonne, ont approuvé le mercredi 23 décembre la poursuite des négociations avec un nouvel investisseur. Et l'investisseur en question serait le prince saoudien Abdullah bin Mossad. Et donc la Berrichonne va-t-elle passer sous pavillon saoudien? Donc le club de Châteauroux, qui était dans les dernières positions également, avait, comme je vous le dis, donné son feu vert pour poursuivre les négociations en vue de son rachat. Et puis également un nouvel entraîneur qui est arrivé. On va déjà quand même vous présenter un petit peu. Parce que ce prince, le club ne l'a pas souhaité confirmer si le groupe, c'est l'AFP qui nous donne ce commentaire, que le club n'a pas souhaité confirmer si le groupe United, qui est mentionné, était bien le groupe United World du prince saoudien Abdullah bin Mossad, qui est propriétaire déjà de 4 autres clubs dans le monde, dont Sheffield United, et dont le nom a été cité par nos confrères de la Nouvelle République. Alors Châteauroux va-t-il être le futur incubateur pour Sheffield? Âgé de 55 ans, le Saoudien a investi une partie de sa fortune en 2013 dans le club anglais qui est remonté en Première Ligue en 2019. Et autour des Blades, aujourd'hui lanterne rouge avec une saison réussie l'an dernier, Abdullah bin Mossad a créé United World, un réseau de clubs de niveau et de compétences différentes, à l'image de City Football Group. Donc l'objectif, c'est de créer des synergies entre les clubs et surtout de permettre aux clubs satellites de servir de réservoir et d'incubateur de talent pour Sheffield, qui sera le vaisseau amiral
Donc après, chacun se fera son opinion sur le rachat de ces clubs pour permettre voilà, peut-être à d'autres clubs de former des joueurs. Et en plus, après, que ces joueurs formés ou passés par le club satellite aillent grossir les rangs des clubs un petit peu plus, voilà, un petit peu plus huppés, en tout cas dans la hiérarchie en tout cas de cet actionnaire. Après, les questions sont posées, est-ce que c'est bien, pas bien? Chacun se fera son opinion, mais il y a aussi un nouvel arrivant, c'est l'entraîneur, c'est Benoît Cauet, et on va l'écouter. C'était lors de sa présentation du côté de Châteauroux, avec également le président qui parle du rachat du club. Premier pas sur la pelouse du stade Gaston Bertin, présentation à la presse. Benoît Cauet traîne ses entraîneurs de la Berrichonne. À son palmarès de joueur, une coupe de l'UEFA remportée avec l'Inter Milan, 2 titres de champion de France avec l'Olympique de Marseille, une finale de Supercoupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Son CV d'entraîneur est moins fourni, seule une saison en nationale à l'US Concarneau. Le successeur de Nicolas Usaï s'est engagé à Châteauroux jusqu'à la fin de saison avec en option une année supplémentaire en cas de maintien. Il y a un groupe d'hommes, il y a des gens ici qui ont pendant des années construit quelque chose. Je crois qu'il y a des valeurs. Il y a des valeurs dans ce club, il y a des valeurs dans ce groupe. Je pense qu'il s'est peut-être un peu endormi en ce moment, il faut le réveiller. Quitter la place de Lanterne Rouge, se maintenir en Ligue 2, c'est l'objectif du club Berrichon qui a renouvelé tout son staff technique. En parallèle, la direction négocie le rachat du club par un investisseur saoudien. La lettre d'intention a été signée, les parties sont d'accord sur l'investissement de United Group sur le club, donc tout est calé à ce niveau-là. Après, il y a le processus logique qui se fait pour aller sur un acte de vente qui devra intervenir dans le courant du mois de janvier ou fin du mois de janvier. Une perspective qui suscite des réactions contrastées côté supporters. C'est pas l'investisseur qui va venir créer un esprit d'équipe. Ce sont des joueurs. Ça peut être que bénéfique aussi, si en plus il amène de l'argent. Du moment qu'il garde aussi le centre de formation, enfin... Benoît Cauet fera ses débuts d'entraîneur mardi prochain à l'occasion d'un déplacement à Troyes pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Et oui, c'était chez nos confrères de France 3 Loire, si je ne me trompe pas. On va regarder ce qu'a fait, on va s'intéresser bien évidemment au FC Sochaux Montbéliard qui recevait l'équipe de Dunkerque, un promu qui montre les dents cette saison, même s'ils sont actuellement en 14e position. Et ils ont posé des problèmes à cette équipe de Sochaux, malgré un très bon Sochaux, notamment en première période, mais même tout au long du match. On a vu vraiment une belle équipe sochalienne qui a produit du jeu, mais qui est aussi tombée sur un adversaire costaud et qui, lui aussi, aurait pu repartir soit avec le match nul, soit aussi avec la victoire. En tout cas, c'était un excellent match et c'est aussi mentalement que les Sochaliens n'ont pas craqué et ils s'imposent 1-0. Donc c'est plutôt, c'était franchement un excellent match, avec un but signé Gaëtan Westbeck, 63e minute de jeu. Forcément, le capitaine sochalien toujours présent dans l'envie, dans l'abnégation, et un ballon mal repoussé par la défense de Dunkerque. C'est la seule erreur qu'ils ont fait du match et ils l'ont payé cher. Gaëtan Westbeck arrive lancé et il frappe. Et il marque 63e minute de jeu. On en reste là 1-0. Mais si vous n'avez pas réussi à suivre cette rencontre, déjà on va s'intéresser à l'avant-match chez nos confrères de Téléfoot La Chaîne, où ils avaient interviewé si je ne me trompe pas, Fabien Ourega avant cette partie, comme ça se fait traditionnellement. Non, c'était pas Fabien Ourega, c'était Maxence Prévost. Ouais, c'est ça. Là, c'est une très grosse reprise qui nous attend. Voilà, deux matchs à domicile. On espère faire le plein à domicile. On sait que les saisons se jouent surtout à domicile, qu'il ne faut pas lâcher 2 points à la maison. Donc
c'est 2 gros matchs qui nous attendent pour redémarrer la deuxième partie de saison. Clairement donc qui arrivera vendredi pour affronter cette équipe de Sochaux, mais ce soir c'est Dunkerque qui vient se déplacer ici à Sochaux, Dunkerque qui sera privé de son entraîneur qui est suspendu, Fabien Mercadal. Dunkerque qui évoluera en 5-3-2 ce soir du côté de Sochaux. Je le sais, vous l'attendez, il sera bien sûr présent Brian Soumaré et de l'autre côté il sera également présent, c'est Ilan Kebal. Oui, Brian Soumaré qui avait fait un gros match du côté de Caen juste avant les fêtes de Noël. Et puis là, après justement ce qu'a indiqué Maxence Prévost, on va retrouver le résumé de cette équipe de Dunkerque. Si vous ne l'avez pas suivi, si vous n'avez pas pu voir cette rencontre, on écoute ce qui s'est passé lors de cette victoire des hommes de Mardaf. 4 points d'écart entre Sochaux 8e et Dunkerque 12e. Des Sochaliens qui restent sur une victoire après 4 nuls. Ça fait 6 matchs sans défaite. Les Lyonceaux sont mieux et ils espèrent remonter un petit peu plus haut au classement. Pourquoi pas en s'imposant face à un promu dunkerquois un peu plus en difficulté. La 12e place est tout de même très satisfaisante pour l'équipe nordiste. Mais Dunkerque reste sur 3 défaites et n'a remporté qu'une seule de ses 6 dernières rencontres. Sochaux a donc la faveur du pronostic. Jolie première opportunité, mais belle parade du pied d'Axel Maraval. Le gardien et capitaine de Dunkerque est solide sur ce coup-là. Tentative quasiment à bout portant d'Adam Agnan. C'est une énorme première opportunité, mais quelle vigilance du gardien de Dunkerque. Omar Daf donne des consignes à ses joueurs. Et Dunkerque réagit avec cette grosse présence dans la surface. C'est à côté. Bonne première opportunité pour les Dunkerquois dans ce match et pour Cheikh Fantamadi Diarra. Et l'international malien rate la cible. Le ballon a été légèrement dévié par Florentin Pogba. Le match est disputé, est assez incertain. Personne ne parvient à prendre les devants. Dunkerque continue à être dangereux. Le ballon navigue dans la défense sochalienne. C'est sauvé de justesse. Encore une occasion pour Cheikh Fantamadi Diarra. Sochaux s'en sort bien. Le coup franc pour les Lyonceaux. Il est complètement raté de la part de Brian Lasme. 0-0 à la mi-temps. Personne n'a trouvé la solution en première période. En deuxième, Sochaux continue à avoir la plupart des opportunités. Peut-être une de plus ici avec ce tir croisé repoussé par Axel Maraval. Nouvelle frappe de Brian Lasme. Une jolie vigilance du gardien dunkerquois qui semble être capable de tout repousser. Toujours pas de solution pour Sochaux. Mais les joueurs de Mardaf continuent à attaquer. On arrive à l'heure de jeu. Nouvelle possibilité avec Steve Ambry sur le côté. La possibilité de centre pour Salem Bakata. Le ballon dans la surface. Et la reprise victorieuse de Gaëtan Weisbeck. Encore une fois, le capitaine de Sochaux trouve la solution. C'est très mal repoussé par la défense dunkerquoise. Et Weisbeck surgit pour marquer son 8e but de la saison, juste après l'heure de jeu. Il est 3e meilleur buteur ex-aequo de Ligue 2 BKT avec cette réalisation. Sochaux mène enfin 1-0. Dunkerque a également eu sa chance d'ouvrir le score. Pourquoi pas égaliser désormais pour le promu. Le coup franc bien enroulé, mais c'est sauvé par Maxence Prévost. Très joli coup franc d'Émeric Dudouis. Mais le gardien de Sochaux était bien présent pour permettre à son équipe de conserver le score en l'état. Sochaux se dirige vers la victoire. Et Dunkerque a sans doute laissé passer sa chance malgré plusieurs occasions dans cette partie. Victoire de Sochaux 1-0 contre Dunkerque. Victoire des Sochaliens, 1-0, une belle victoire avec l'équipe qui était organisée de la manière suivante. Bon, Maxence Prévost dans les buts, pas de surprise. Lopi, Joseph Lopi et également Florentin Pogba qui était en défense centrale. Et également Salem Mbakata qui était donc sur un côté. Puis également Abdullah Ndour qui était de l'autre. Gaëtan Weisbeck au milieu avec Ousseinou Thioune.
Et du côté, on va retrouver une ligne de 3 avec Brian Lam, Brian Soumaré, et puis également Steve Ambry, et puis Adam Agnan, lui était en pointe. Et du côté des stats dans cette rencontre, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu férus aussi de stats. La possession de balle a été sochalienne avec 60% contre 40% du côté de cette équipe de Dunkerque. Du côté des duels, c'est l'égalité parfaite, 50% chacun. Du côté des duels aériens gagnés, à peu près pareil, 52% pour Sochaux et 48% pour cette équipe de Dunkerque. Du côté des interceptions, 16 côté sochalien et 14 du côté de cette équipe de Dunkerque. Du côté des hors-jeux, 2 pour Sochaux, 1 pour Dunkerque. Et puis du côté des corners, 2 pour les Sochaliens et 3 du côté de cette équipe de Dunkerque. On va écouter les réactions cette fois-ci. La réaction du côté de Dunkerque avec Fabien Mercadal qui revient un petit peu sur ce qui s'est passé. Il aurait voulu au moins, il pense que son équipe aurait au moins mérité le match nul, c'est vrai, c'est pas faux, mais cette équipe de Sochaux a tenu bon et a surtout pris 3 points. On écoute Fabien Mercadal qui lui était, comme on l'a rappelé dans le résumé, qui était suspendu pour cette rencontre. On se crée des situations, on avait pas mal travaillé pour préparer ce match, voilà, on n'a pas validé. Et comme souvent ça arrive dans le football, quand on valide pas, on reste à la merci on est resté à la merci de l'équipe de Sochaux. Puis on a une main dans la surface en fin de match qui n'a pas été sifflée. Voilà, c'est comme ça. C'est une période difficile pour nous. Ce qu'on s'est dit dans les vestiaires, ce que les joueurs se sont dit dans les vestiaires, on ne se lâche pas et on va continuer à bosser. Un supplément d'âme pour aller la mettre au fond, ça nous manque un peu. Les garçons font beaucoup de bonnes choses et beaucoup d'efforts, mais il nous manque un tout petit bout pour aller marquer ce but. Et voilà, je trouve qu'on ne mérite pas de perdre aujourd'hui, voilà, et vraiment. Et on ne méritait pas forcément de perdre contre Auxerre juste avant la trêve, et ça fait deux défaites 1-0 voilà, qui nous font dire qu'on n'est pas loin, mais on est quand même on n'est pas encore tout à fait là où on veut être, parce que sinon on aurait gagné ces 2 matchs. En tous les cas, c'est une très belle équipe de Dunkerque qui, si elle continue à jouer de la sorte, va sans doute embêter plus d'une équipe cette saison. Et on va voir dans la 19e journée, que cette équipe de Dunkerque a tenu quand même l'équipe de Troyes en respect, sans encaisser de but, se terminait 0 partout. Donc Sochaux a réalisé quand même une bonne performance face aux Dunkerquois, car ils ont, comme je rappelais, tenu le leader en échec 3. Donc c'est vraiment une très belle équipe et il y a vraiment d'excellents joueurs. Une équipe à surveiller. On va maintenant écouter la réaction d'Omar Daf qui revenait lui aussi sur cette rencontre et surtout les 3 points et surtout la patience quand cette équipe de Dunkerque est arrivée tout de même avec 5 défenseurs. Je trouve que c'est un match que nous avons dominé. Voilà, on a eu plus de 60% à la possession du ballon. On a été sérieux. Il y a eu la justesse technique sur la première partie. Je trouve qu'on a mis aussi l'engagement nécessaire pour montrer à cette équipe qu'on voulait absolument remporter ces 3 points qui nous permettent de continuer notre série. Et voilà, je suis satisfait parce que c'est ce genre de match-là qu'il faut gagner pour continuer à rester dans la première moitié. C'est une formation qui a l'habitude d'évoluer en 4-4-2. Avec 2 attaquants, et je pense qu'ils sont venus ici pour repartir avec 1 point, ou la raison pour laquelle ils se sont articulés avec 5 défenseurs. Donc ce que j'avais dit aux joueurs, il fallait être patient, voilà, il fallait user cette équipe. C'est ce qu'on a fait, et je trouve qu'on a eu de la justesse, on a eu de la patience, et sur ce genre de rencontre, ce qui a fait la différence, c'est qu'on a su être efficace aussi parce qu'on savait qu'on n'allait pas avoir énormément d'opportunités, mais comme je dis mentalement, on progresse parce que c'est le genre de rencontre, il y a quelques semaines face à ce genre d'adversaire, on était plus en difficulté, même si sur la fin de partie ils ont joué long, le match était plus haché, mais globalement quand on voit la possession, le nombre d'occasions qu'on s'est procuré, cette victoire est logique. Victoire logique, c'est vrai, pour l'équipe d'Omar Daf. Donc c'était le match qui avait lieu donc dans la semaine. Et puis le match d'après, c'était face à cette équipe de Clermont. Clermont qui venait de battre Grenoble 3-0, une des meilleures défenses de ce championnat. Donc on s'attendait à un match forcément compliqué pour l'équipe sochalienne, mais avec l'envie, tout ce qu'on voit depuis un petit peu de temps,
voilà, on se disait que cette équipe de Sochaux était capable. Elle a été capable en première période où elle a dominé cette équipe. Elle s'est même procuré une occasion d'entrée avec Brian Lam qui arrive à se retourner dans la surface. Avec sa pointe de vitesse, il accélère, il met un centre tendu devant le but de Maraval. Et finalement, Fabien Ourega, lui, il est un petit peu trop juste pour reprendre, mais ça aurait été l'occasion idéale. Eh bien, je vous propose de l'écouter, Fabien Ourega. C'était chez nos confrères de Téléfoot La Chaîne, juste avant cette rencontre. Et on va écouter dans quel état d'esprit les Sochaliens étaient avant d'affronter Clermont. Celle des Auvergnats clermontois. En effet, les Lionceaux qui partagent une statistique avec Clermont, ils sont tous les deux la 4e meilleure attaque de Ligue 2 avec 25 buts marqués. La seule différence, c'est que Clermont a encaissé beaucoup moins de buts. 10 buts, vous l'avez dit. Quand on regarde les derniers matchs de Clermont, on voit les 5 derniers, 4 clean sheets, 4 matchs sans encaisser de buts. Et enfin, Arthur Desmas, le gardien le plus efficace de Ligue 2, avec 88% des tirs cadrés subis, qu'il a repoussé tout simplement. Donc, est-ce que ça trotte pas un peu dans les têtes sochaliennes? Très content sur une bonne défense ou un bon gardien, mais après, quand on est devant le but, on se pose pas de questions. On est spontané, donc en général, les joueurs ne se posent pas de questions. Ok, merci. Okay. Bon match. Sochaux peut y croire, et pour cause, avec Toulouse et Troyes, ce sont les équipes qui ont le moins perdu cette saison en Ligue 2, 3 défaites seulement. Et en plus, leur capitaine Gaëtan Westbeck est bien là, lui qui a marqué 8 buts cette saison, tous ici à Bonal. Alors on verra si les Lionceaux arriveront à planter une ou deux griffes dans le dos des Clermontois. Les Clermontois qui ont une équipe réputée pour jouer, pour bien jouer, pour marquer des buts, 4e attaque du championnat. Mais en plus, on a ajouté cette solidité derrière. Ça n'est pas au détriment de l'animation offensive. C'est une très très belle formule pour Pascal Gastien. Bien sûr, c'est une bonne formule si on veut monter, si on veut jouer le haut du classement. Quand on ne prend pas de but, on a plus de chances d'être tout en haut. Cette équipe est séduisante. Elle a battu Grenoble, qui a été une des belles surprises de ce championnat depuis le début de la saison 3-0 à la reprise. Je sens bien Clermont ce soir et dans les semaines à venir. Surtout qu'ils jouent contre Sochaux, qui joue à domicile son 2e match d'affilée. Ne me demandez pas d'explication, mais c'est toujours difficile de gagner 2 matchs à domicile d'affilée. Comme le dit Benoît Chéroux, c'est toujours difficile de gagner 2 matchs à domicile. En tout cas, les Sochaliens ont pris 4 points sur 6 possibles, donc c'est en tous les cas un bon ratio de points. Forcément, on aurait aimé que les Sochaliens l'emportent, mais quand on n'est pas capable de remporter un match, eh bien on essaie de ne pas le perdre. Et c'est vrai que la première mi-temps a été sochalienne, la deuxième a été clermontoise, donc finalement le match nul est amplement mérité des deux côtés. Je m'étais trompé tout à l'heure sur le gardien, c'était Arthur Desmas, vous aurez rectifié vous-même, Maraval, c'était contre Dunkerque. Et on va écouter le résumé de cette rencontre entre Sochaux et Clermont. Si vous ne l'avez pas suivi, tout ce qui s'est passé dans cette partie, je vous propose ce résumé. Belle affiche entre Sochaux 7e et Clermont 4e. 6 points d'écart tout de même entre les deux équipes. Sochaux ferait une opération formidable en cas de victoire, alors que Clermont pourrait repousser très loin les Lionceaux s'ils parvenaient à s'imposer à l'extérieur. Sochaux reste sur 2 victoires après 4 nuls, 7 matchs sans défaite. Omar Daf espère que sa formation va continuer comme ça, mais Clermont est aussi en grande forme. 3 victoires de suite pour les Auvergnats. Première action en faveur de Sochaux avec ce tir croisé. Une possibilité pour Brian Lasme, ça aurait pu se transformer également en passe, mais personne ne peut mettre la balle au fond. Première chance pour les joueurs locaux. Deuxième possibilité sur coup franc avec le capitaine Gaëtan Weisbeck. Ballon qui revient vers le premier poteau, mais sauvé assez facilement par Arthur Desmas. Ce n'est pas encore suffisant pour voir le premier but dans ce match. Clermont est une équipe difficile à battre. Une défaite sur les 10 dernières rencontres seulement. Les Clermontois ont résisté aux 2 premiers assauts sochaliens et peuvent peut-être marquer le premier but du match à leur tour, mais c'est manqué par Jason Berthomier. Le tir n'est pas à la hauteur de cette contre-attaque bien amenée par Mohamed Bayo. Et le tir de Berthomier directement sur Maxence Prévost. Les Sochaliens restent les plus dangereux avec toujours l'occasion pour Brian Lasme. La passe et ensuite le duel remporté par Arthur Desmas. Il réussit à bien s'opposer à Fabien Ourega. Encore une action sochalienne avec ce tir de Weisbeck directement
sur le gardien clermontois. La plupart des opportunités sont sochaliennes en première période, mais aucun but n'est inscrit. Clermont essaye à son tour d'avoir une dernière chance avant la pause, peut-être sur ce geste acrobatique. Tentative compliquée pour Djima Levina. L'international gabonais rate la cible. Et un geste osé de qualité tout de même de l'extérieur de la surface de réparation, 0-0 à la mi-temps. Clermont détient la meilleure défense du championnat et a bien résisté aux nombreuses attaques sochaliennes. Resterait pour faire le coup parfait à marquer un but en seconde période. Pourquoi pas sur ce ballon dans la surface. Mais l'angle est très fermé. Impossible de rabattre le ballon dans le cadre pour Sofiane Chader, entré en cours de match. Une dernière chance peut-être pour Clermont alors que Sochaux est moins inspiré en seconde période. Encore un geste acrobatique. Mais au-dessus, au final, 0-0 entre Sochaux et Clermont. Pas de vainqueur entre Sochaux et Clermont. On en restera là 0 partout avec un petit... je vais vous donner les stats et vous allez voir que finalement ce match nul est logique hein, quand on regarde les statistiques avec la possession, 50% pour Sochaux et puis également 49% pour cette équipe de Clermont. Idem, la même chose pour les duels gagnés, 51% pour Sochaux, 49% pour cette équipe de Clermont. Du côté des duels aériens gagnés, 50% partout. Du côté des interceptions, 21 pour Sochaux, 22 pour Clermont. Du côté des hors-jeux, 3 pour Sochaux, 2 pour Clermont également. Et puis du côté des corners, un peu plus pour cette équipe sochalienne qui les a pas toujours très bien frappés. Et également 2 pour cette équipe de Clermont. Mais ça fait un match nul, 0 partout. Le prochain match pour les Sochaliens, on entamera la phase des matchs retour avec Sochaux qui se déplacera du côté de cette équipe de Troyes qui est actuellement en tête. Ça sera donc samedi prochain, samedi 16 janvier à partir de 15h. Donc vous pourrez le suivre sur notre page Soyons Sport, on suivra comme à chaque fois cette rencontre. Mais avant de parler de tout ça, on va écouter un petit peu les réactions, notamment celle du milieu défensif de cette équipe de Sochaux, Ousseynou Thioune qui revenait sur cette rencontre. Je pense qu'on a fait un bon match. C'était un match hyper compliqué puisqu'on connaît Clermont. C'est une équipe qui aime garder la balle. Donc c'était un match équilibré. Et c'est normal qu'on soit fatigué. Je peux dire qu'on a bien débuté le match. On pouvait marquer. Mais quand même, on a essayé de respecter les consignes du coach. On a fait un bon match. On est arrivé à les faire mal. Bon, c'était un match équilibré. Donc on est sorti avec un bon point. On a joué chez nous. Donc c'était logique de marquer. Mais on est resté dans notre projet afin de ne pas prendre un but. Donc on est resté costaud. Et je félicite mes coéquipiers. On voulait gagner le match, mais quand même on se donnait à fond. Mais finalement, on a dit que si on ne pouvait pas gagner, on allait rester pour gagner un point. Donc on l'a fait. On a un staff qui fait un bon boulot, donc on prend match par match. Là c'était Clermont, donc on va essayer d'oublier Clermont. Et notre objectif prochain c'est contre Troyes. Donc on va essayer de travailler pendant la semaine. On va voir ce que le coach il va proposer et comme ça on va essayer de voyager tranquille. Quand on voit l'équipe, maintenant on commence à jouer. Donc on voit une équipe soudée, une équipe qui veut inscrire quelque chose dans l'histoire. On voit une équipe hyper motivée. Et on est comme une famille. Maintenant, on commence à comprendre, on commence à diminuer nos lacunes et là, on commence à comprendre notre projet, franchement. On commence à comprendre le projet avec Ousseynou Thioune. Mais oui, forcément, il faut du temps pour construire une équipe. Après, bien sûr, on est sorti de pas mal d'années compliquées avec Sochaux, mais il faut du temps, il faut créer des automatismes. Beaucoup de joueurs sont arrivés cette saison. Donc tout n'est pas simple et il faut que les joueurs se connaissent aussi également. Ça fait partie, c'est une partie prépondérante du succès également, que les joueurs s'entendent bien et on sent qu'il y a une bonne entente sur le terrain et les résultats viendront également. Après, il faudra
bien sûr que les dirigeants mettent aussi la main au portefeuille, comme on dit souvent, pour le mercato, pour amener peut-être d'autres joueurs également. Il y a aussi Yann Kitala qui va revenir, qui s'est blessé lors de la première journée face à Auxerre. On espère qu'il reviendra rapidement sur le terrain, qui avait bien commencé sa prestation par un but du côté d'Auxerre. Donc tout ceci, voilà, et puis peut-être complété par d'autres joueurs. On parlait de Cyril Balaya, pardon. On parlait aussi également d'Aldo Kaloulou. Où en sont ces projets, on ne sait pas, du côté des dirigeants. Mais ce qui est sûr, c'est que on retrouve une belle équipe de Sochaux qui arrive à lutter avec les premiers, qui a fait des bons résultats contre les 6 premiers de ce championnat et qui va, comme on le rappelait, ce samedi 16 janvier à 15h, aller défier le leader, l'Estac de Troyes, avec, on l'espère, la victoire au bout. Ce ne sera pas un match facile non plus, mais l'équipe de Sochaux est sur une bonne dynamique depuis sa victoire à Caen. Et on va écouter tout de suite la réaction. On va écouter la réaction de Pascal Gatien, qui lui, il n'est pas forcément mécontent d'avoir pris un point du côté de Sochaux, car il considère que Sochaux est une très bonne équipe. On a joué sur un terrain vraiment très difficile, voire catastrophique. Et je pense que les deux équipes avaient cette envie de jouer, d'aller de l'avant, de marquer des buts. Et ça s'est fini paradoxalement par un 0-0. Mais il y avait beaucoup d'envie des deux côtés. Ils sont venus nous chercher très haut avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Nous, on a eu du mal un petit peu à ressortir. Techniquement, on était moins à l'aise, mais c'était dû surtout à l'intensité qu'ils ont mis dès le début du match. On s'en sort bien, je pense, pour être clair, dans le premier quart d'heure. Et puis après, on a commencé à ressortir, à les faire un petit peu plus courir. Eux avaient dépensé beaucoup d'énergie. Et puis après, on a des grosses occasions. Venir à Sochaux, faire un match nul, c'est bien pour nous, c'est bien, ça nous permet de continuer à avancer au niveau points. Donc, puis on a joué une très bonne équipe, donc on est toujours là. Oui, monsieur Frédéric Fitch qui m'envoie un petit mot sympa sur Messenger. On parlait tout à l'heure de Châteauroux, et c'est vrai que moi j'ai dû dire France 3 Loire, et comme il est très fort en géographie, c'est France 3 Centre, nos confrères, d'où j'avais pris ce reportage sur Châteauroux et puis leur rachat. Mais merci à Mr Frédéric Fitch qui m'a encore envoyé un mot sur une info sur la Coupe de France, et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc n'hésitez pas aussi à intervenir en direct dans l'émission. Vous faites le 03 81 50 67 51 et vous venez nous parler de Sochaux, parce que pour le moment on est sur l'actualité sochalienne, et puis également la page Ligue 2, ou si vous supportez un autre club de Ligue 2, n'hésitez pas, on est en plein dedans. Donc vous pouvez intervenir à tout moment, et je vous prendrai donc à l'antenne, car ce soir je suis tout seul. On va écouter tout de suite la réaction d'Omar Daf après cette rencontre face à Clermont. Première mi-temps, ça avait bien fonctionné parce qu'on a mis cette équipe en difficulté. On a eu des opportunités pour passer devant. Malheureusement, on n'a pas concrétisé les situations qu'on s'est procurées. Je trouve que c'est un match rythmé de la part des deux équipes. Ce que je retiens, c'est que chaque équipe a eu sa mi-temps, parce que tous les efforts que nous avons fournis en première mi-temps, on les a payés un peu sur la fin de match. À partir de là, l'équipe a été très intelligente sur le plan tactique. On a su tenir, et puis au final, je trouve que ce match nul est logique. Avec ce plan de jeu, de jouer très haut, d'aller les chercher, on voulait surtout pas leur laisser le ballon et être attentiste. Du coup, les joueurs l'ont bien animé, ont mis l'énergie nécessaire, et surtout la qualité technique aussi, parce qu'on a créé des décalages, on s'est procuré des situations. Maintenant, face à ce genre d'équipe, il faut les mettre au fond, parce qu'on sait que sur la durée, ils ont une telle maîtrise qu'à la fin de match peut être compliqué. Mais au final, je trouve que pour notre deuxième match en une semaine, il y a eu aussi pas mal de débauches d'énergie. Et ce qui était plaisant, c'est que les deux équipes ont voulu jouer au ballon, et ça me plaît. Et oui, les deux équipes ont voulu jouer au ballon, et c'est vrai que ça provoque des espaces. C'est vrai que c'est plus plaisant. Mais après, il faut savoir aussi gagner ou ne pas perdre face à des équipes un petit peu plus réputées, dites plus faibles entre guillemets, car ce n'est pas toujours le cas en Ligue 2. Et
Et c'est vrai qu'il faut passer ce cap, c'est jamais simple, mais en tous les cas, on a l'impression que cette équipe de Sochaux a passé un cap mental également. Et comme je le disais tout à l'heure, les joueurs se connaissent sans doute mieux maintenant, à force de l'accumulation des matchs. Ils adoptent peut-être un peu plus le schéma tactique d'Omar Daf. Hein. C'est pas toujours simple non plus à assimiler. Voilà, avec les entraîneurs, il faut du temps. Ça prend du temps. Il faut simplement du temps. Après, hein, on sait toujours que les supporters sont impatients, mais une équipe, ça se construit, ça se façonne. Et c'est vrai que l'entraîneur les voit tous les jours à l'entraînement. Il y a aussi les jeunes joueurs à incorporer, car il y a aussi voilà, un bon réservoir du côté de Sochaux et des jeunes joueurs qui ont envie aussi d'arriver dans cette équipe première et qu'il faut amener par parcimonie, comme Alan Virginius également, Manuel Semedo, des jeunes joueurs qui vont apporter un plus à cette équipe, Walid Jarmouni aussi également. Bref, il faut les jeunes joueurs, les joueurs d'expérience, et puis que ça fasse un tout. Et donc, je le rappelais, ils seront du côté de Troyes ce samedi. Oui, l'équipe de Sochaux sera télévisée. Non seulement elle sera télévisée contre Troyes, elle va être retélévisée également lors de la réception de Toulouse. Donc, Sochaux commence à passer en prime time, comme on dit souvent. Donc, c'est une bonne chose, en espérant que les résultats suivent également. Je vais vous donner les résultats justement de cette 19e journée, avec Grenoble et Auxerre qui se sont quittés sur un match nul 2 buts partout, avec Guingamp qui est allé s'imposer du côté de Châteauroux 3 buts à 2. Ça a été très chaud dans les dernières minutes, car Châteauroux est revenu au score, enfin pratiquement au score, hein, car Guingamp menait 3-0, ils sont revenus à 3-1, puis 3-2, et finalement ils n'ont pas réussi à arracher ce match nul. Comme je le disais tout à l'heure, Dunkerque qui a tenu en échec 3. Nancy et Rodez 2 buts partout. Amiens est allé s'imposer du côté de Niort 2-0. Valenciennes en a fait de même du côté du Havre 2-0. Décidément, le Havre, c'est vraiment des résultats très irréguliers. Et l'AC Ajaccio qui menait jusque dans les dernières minutes avant que Saïd Arab, 90e minute de jeu, n'arrache le match nul pour le Paris FC. Chambly qui est allé s'imposer du côté du Pau FC 3 buts à 1. Et puis, comme on le disait, Sochaux qui a fait match nul face à Clermont. 0 partout. Une dernière journée qui aura, enfin une dernière journée, un dernier match, une dernière rencontre qui aura lieu ce lundi 11 janvier. Ce sera à partir de 20h45. C'est l'équipe de Caen qui recevra l'équipe de Toulouse. Pour le moment, au classement, c'est Troyes qui est en tête avec 38 points, suivi de Toulouse 35 points, 3e Grenoble 35 points, 4e Clermont 34 points, 5e Auxerre avec 33 points. Sochaux, lui, est 7e avec 28 points. Donc un bon résultat face à Troyes. Voilà, les remontrer un petit peu plus près des premières positions au classement. Et en bas de tableau, on retrouve 18e Rodez 16 points. 19e le Pau FC 14 points et 20e Châteauroux avec 13 points. Du côté du classement débuteur, Michael Lebihan de la Géocère en est à 14 buts. Il a encore inscrit un but ce week-end. Il est en forme en ce moment. Bayo, le Clermontois, lui, en est à 10 buts. Bon, il est resté muet face à Sochaux, et c'est finalement tant mieux. Rémi Dugimon de la Géocère, lui, en est à 9 buts pour le moment. Prochaine journée, les rencontres, je vais vous donner le programme, car il y a des matchs forcément qui sont télévisés, avec, comme je le disais, donc, 3 à Sochaux à partir de 15h. On aura également dans le même temps à 3 Sochaux à partir de 15h. Ce sera donc sur Bein Sport 3, donc notez-le sur vos agendas. Sur Bein Sport 2, vous retrouverez Toulouse Football Club face au Grenoble Foot 38. Ce sera à partir de 15h également. Et toutes les autres rencontres seront sur Téléfoot, la chaîne, à partir de 19h. Vous aurez l'AC Ajaccio, Stade Malherbe de Caen. Après, je ne peux pas vous dire c'est Téléfoot 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas précisé. Donc vous regarderez sur le multiplex. Amiens à Le Havre à 19h également. La Géocère Châteauroux. On retrouvera le FC Chambly face au Chamois Niortais. Clermont Foot qui recevra Dunkerque, en avant de Guingamp qui recevra l'AS Nancy-Lorraine. Rodez qui recevra le Pau Football Club. Valenciennes, lui, recevra le Paris FC. Eh bien, je pense qu'on a été complet sur la Ligue 2. On va refermer cette page football, à moins que quelqu'un veuille passer
à l'antenne, mais pour ça c'est simple, vous faites le 03 81 50 67 51, vous pouvez nous écouter sur le 99.5, c'est la fréquence, jusqu'à peu près à 30 km de Besançon, par temps clair, parce que par brouillard ça se complique un petit peu. On espère un jour que les antennes aillent beaucoup plus loin, donc on va essayer d'en mettre un peu partout. Non, je plaisante. Enfin, je plaisante. J'aimerais bien qu'on soit écouté de plus en plus loin. Et puis également sur Internet, vous tapez radiochalombesançon.com et puis là, vous arrivez directement. Et là, par contre, on peut nous capter dans le monde entier. On va maintenant ouvrir la page handball cette fois-ci, car il y avait un match du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz, où le SBF, c'était la Coupe de France, nouvelle formule de la Coupe de France. Ça se passe puisque les clubs amateurs n'ont pas le droit de participer à cette Coupe de France cette saison en raison du Covid et des mesures sanitaires qui ont dû être prises pour limiter les déplacements. Donc le SBF est dans un groupe avec trois équipes avec elle, le SBF, donc Bourg-de-Péage et puis également la JDA Dijon. Et ensuite ces groupes de 3, ça ne fera plus qu'un seul à la finale, mais cette Coupe de France ne sera réservée cette saison qu'au club de la Ligue Butagaz Énergique, au club professionnel. Et puis cette équipe de l'ESBF recevait l'équipe de Bourg-de-Péage. Les Bisontines sont sorties d'un match contre Nantes où elles se sont inclinées largement 34-25. Un non-match, comme l'ont dit Sandrine Mario et puis également Raphaël Tervel. Donc elles avaient envie de se reprendre lors de cette rencontre face à Bourg-de-Péage. Elles se sont bien reprises, elles se sont imposées 30-24 dans cette rencontre. Elles ont mené largement, par moments elles avaient 10 buts d'avance, avec des blessés aussi du côté de Bourg-de-Péage, déjà les joueuses déjà la dernière fois, des joueuses de Bourg-de-Péage se sont blessées contre Besançon. Et là, Claudine Mendy est sortie blessée, elle est revenue à la fin sur le parquet. Elle avait l'air d'aller mieux, tant mieux. On lui souhaite un très très bon rétablissement. Et puis elles avaient moins de rotation, mais attention, cette équipe de Bourg-de-Péage est toujours accrocheuse et elle ne lâche rien. Mais face à des Bisontines concentrées où Raphaël Tervel et Sandrine Mario ont pu faire tourner l'effectif avec des jeunes joueuses, car il faut rappeler que l'équipe réserve ne joue plus, car elle joue dans le championnat amateur. Donc c'est pas évident aussi pour les jeunes filles qui s'entraînent avec la réserve. Et donc elles se sont imposées dans cette rencontre. On va écouter tout de suite Chloé Valentini, la vice-championne d'Europe. Et oui, on a 2 vice-championnes d'Europe du côté de Besançon. Il y a Chloé Valentini qui a fait un très bon Euro et également Aïssatou Kouyoté qui, elle aussi, a participé à l'Euro. Elles n'ont pas été sacrées championnes d'Europe face à la Norvège. Vous avez tous suivi cette rencontre, en tout cas je l'espère, car c'était un beau match. Et au final, ça reste un très beau parcours pour cette équipe de France, avec des joueuses d'expérience et puis des jeunes joueuses qui arrivent et qui vont prendre aussi peut-être, pas le pouvoir, mais qui vont prendre les places qui seront accordées, car il y a l'Euro, enfin pas l'Euro, il y a les Jeux Olympiques dans 6 mois et peut-être que des joueuses arrêteront leur carrière à ce moment et ce sera un turnover du côté de l'équipe d'Olivier Crumbles. Et moi je vous propose d'écouter Chloé Valentini qu'on a eu plaisir à retrouver du côté du Palais des Sports après cette victoire face à Bourg-de-Péage. Elle nous raconte aussi son parcours avec cette équipe de France, qu'est-ce qu'elle a ressenti tout au long des rencontres et qu'est-ce qu'elle en retient de positif. On est avec Chloé. Bonsoir Chloé. Puis je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année 2021 en espérant qu'on n'ait plus les masques à la fin de cette année, ça serait bien. Merci, meilleurs voeux à vous aussi et aux téléspectateurs. Bon, on va revenir un peu sur le parcours de cette équipe de France. Déjà, bravo, vous êtes vice-championne d'Europe. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez ressenti durant tout ce parcours, parce que l'équipe de France a fait un beau parcours, il faut aussi le souligner. Forcément, un peu déçu d'avoir perdu en finale, mais voilà, après, ça reste quand même une médaille d'argent. Donc voilà, j'ai essayé un peu de tirer du positif et j'en ai trouvé, heureusement. C'était vraiment une superbe aventure. Qu'on a vécu, c'était vraiment ouf et je suis trop contente et j'espère pouvoir revivre ça un jour.
Bon, on en est persuadé, nous. Mais en plus, c'était une équipe de France avec des joueuses, des jeunes joueuses, pardon, et des joueuses aussi d'expérience. C'est pour ça qu'il y a vraiment un bel avenir. Oui, bah, je pense que c'est vraiment un tout. Il y a des joueuses qui vont vite, il y a des joueuses qui tirent de loin. C'est vraiment la mixité de l'équipe qui fait qu'on est arrivé jusqu'ici au championnat d'Europe. Bon, on espère que vous décrocherez ce titre bientôt, parce que la prochaine échéance, c'est les Jeux Olympiques, c'est ça? Oui, c'est ça, j'espère aussi. Hein. Allez, on croise les doigts. On va revenir un peu à cette Coupe de France. Hein. Vous sortiez d'un match de championnat compliqué du côté de Nantes avec une défaite. Bon, il n'y a rien de mieux qu'un match de Coupe de France pour se lancer, car vous avez maîtrisé ce soir face à Bourg-de-Péage. Bah, c'est vrai qu'on a fait un non-match à Nantes. On était vraiment en colère contre nous. On avait ce devoir de se racheter contre BDP. Je pense qu'on avait vraiment un bon match. En plus, tout le monde a joué. Tout le monde a eu du temps de jeu, donc c'est vraiment cool parce que c'est important, parce que là, on enchaîne quand même tous les 3 jours, donc c'est un gros rythme. Donc je suis super fière de l'équipe et fière de tout ce qu'on a fait cette semaine pour rattraper le match contre Nantes. Alors, comme on le disait, vous sortez d'un parcours de l'équipe de France, ça use physiquement, mais là ce soir, on a vu que vous n'étiez pas usé. Si, un peu fatiguée. Après, je suis rentrée de la compétition. Raph m'a donné un peu de vacances, donc ça a fait du bien. Après, je sens encore que je suis un peu fatiguée, mais voilà, ça va revenir. C'est aussi normal après un mois de compétition comme ça d'être usé, mais ça va revenir petit à petit. Et on repart en championnat dès mercredi prochain contre Paris 92, qui est, si je ne me trompe pas, 3e au classement. Oui, c'est vraiment une très bonne équipe. C'est surtout une équipe qui est agressive et qui nous pose souvent des problèmes. Donc à nous de continuer sur cette bonne dynamique de l'entraînement d'hier, du match de ce soir, pour rester là-dessus et gagner contre ici Paris. Eh ben, on l'espère. Merci beaucoup Chloé, à très bientôt. Au revoir. C'était Chloé Valentini qu'on a eu plaisir à retrouver, et on va écouter tout de suite Sandrine Mario, qui est la coach adjointe de cette équipe de l'ESBF et qui nous donne son ressenti également sur cette rencontre, et puis un petit mot aussi sur l'équipe de France en fin d'interview. On est avec Sandrine. Sandrine, toujours, je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année 2021, en espérant qu'on n'ait plus les masques d'ici peu. Oui, merci, c'est gentil, merci. Et puis, meilleurs voeux à vous et à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs voilà, pour cette nouvelle année. Oui, en espérant qu'un jour ou l'autre, on n'ait plus besoin de ces masques et de ces capuchons sur les micros. Voilà. Et qu'on retrouve le public surtout. Ouais, aussi, oui, parce que c'est vrai que jouer devant les salles vides, c'est un peu monotone et voilà, ça enlève le lien, ça enlève le partage et toutes les émotions qu'on peut véhiculer. Donc des fois, c'est vraiment compliqué de donner encore et que les filles aient envie de courir alors que nous, on voit personne. Alors les gens nous voient, certes, eux, peut-être qu'ils vibrent aussi devant leur écran, mais c'est vrai que pour nous, ça nous enlève quand même le 8e homme, on va dire, de Besançon. Alors vous sortiez d'un match de championnat compliqué du côté de Nantes. Bon, il n'y a rien de mieux qu'un match de Coupe de France finalement pour se relancer, car vous avez battu largement cette équipe de Bourg-de-Péage. Oui, bon, après, oui, donc on a fait vraiment un non-match à Nantes, donc c'est un début d'année difficile, mais la réaction est belle aujourd'hui, et en plus de ça, on a réussi à faire jouer vraiment je sais pas, il y avait 6 filles, je crois, du centre de formation dans l'équipe, donc c'était vraiment énorme. En plus de ça, elles ont montré de belles choses. Elles ne jouent pas depuis un certain temps, puisque l'équipe de N1, le championnat de N1 est terminé, donc c'était vraiment important pour elles de les relancer un peu, et puis en plus on a réussi à leur donner du temps de jeu, donc je pense que c'est bien et c'est de bon augure pour retrouver vraiment de la solidité en défense et en attaque pendant les entraînements, et puis pour les restes des matchs, puisqu'on enchaîne quand même pas mal de matchs tous les 3 jours dans les semaines à venir. On a vu une équipe de l'ESB agressive ce soir, c'était ce qu'il fallait retrouver justement, mettre ces ingrédients. Oui, l'agressivité en défense, c'était surtout ça. Donc on a vu vraiment des gros moments de défense où il y avait, on prenait aucun but pendant 4-5 minutes. Et puis donc c'était vraiment une belle harmonie, on va dire, en défense. Et puis derrière, avec des gardiennes, Rox qui a pris une balle dans la tête à l'échauffement, puis une deuxième pendant le match, elle a eu un petit peu de mal après. Mais avec Flo qui a fait des arrêts, les filles avaient envie de se donner à fond pour lui offrir, on va dire, une belle défense, pour qu'elle soit dans les meilleures conditions pour entamer son 2e match sous le maillot de la LFH. Et puis comme vous l'avez dit, vous avez pu faire tourner, tout le monde a pu jouer, les jeunes joueurs aussi, c'est important car les matchs s'enchaînent.
Oui, et puis c'est des joueuses qui font que s'entraîner, donc à un moment donné, nous aussi, on a besoin de les évaluer. Et sans match de N1, on a du mal. Donc des joueuses qui s'entraînent depuis le mois d'octobre et qui n'ont pas fait de match, c'est compliqué. Et puis ça devient lassant et elles perdent leur motivation et elles se disent que peut-être qu'un jour elles vont jouer, mais elles attendent, donc elles sont dans une frustration complète. Donc d'avoir, on va dire, pas des blessés, hein. Le but du jeu, c'est pas d'avoir des blessés pour pouvoir faire rentrer les jeunes, mais d'avoir aussi cette osmose et cette solidité du centre de formation. Nous, voilà, c'est sûr que c'est du pain béni. Dès qu'on a une ou deux blessés ou des joueuses un petit peu en difficulté, on nous assure quand même une solidité et des bonnes bases de formation avec le centre de formation de Besançon. Ça, c'est... Alors ce soir, c'était le match de Coupe de France. C'est une nouvelle formule à cause des conditions sanitaires. Il n'y a que les clubs pro qui sont concernés cette saison. Oui, il n'y a que les clubs pro. Au départ, c'était une formule en septembre où ça mélangeait la D2 et la Division 2 et puis la LBE. Finalement, ils sont revenus, trop de déplacements, trop de mélange avec le Covid. Donc, en fait, on est revenu à une chose très classique, une formule de trois équipes. Donc, on a Dijon, Bourg-de-Péage et nous, une triangulaire et les deux premiers passent. Et à ce moment-là, on va rencontrer dans une autre poule. Si on est deuxième, on rencontre le premier d'une autre poule. Si on est premier, on rencontre le deuxième d'une autre poule, avant que les clubs européens rentrent en lice pour les quarts de finale. Alors prochain match, donc ça sera mercredi prochain, en championnat cette fois-ci face à Paris, qui est, si je ne me trompe pas, 3e au championnat. Ça va être un gros match aussi. Oui, alors après les classements c'est difficile parce que toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs, mais c'est une équipe qui nous réussit difficilement, on va dire. Paris, à chaque fois, c'est très très rugueux en défense, donc voilà, d'avoir déjà monté le ton aujourd'hui en agressivité, c'est bien. Il va falloir encore monter une marche pour mercredi, donc ce mercredi on a un gros match de championnat et si on pouvait, comme la formule a aussi changé dans le championnat en LBE, on fait que des matchs allés avant les playoffs ou les playdowns, et ben si on pouvait mettre Paris derrière nous, ce serait bien et de bon augure pour la suite, et ce qui nous enchaînerait. Après, on a aussi encore des déplacements à Dijon et ensuite à Saint-Amand. Donc voilà, on en va enchaîner le dernier match à domicile et ensuite 3 déplacements, donc ce serait vraiment bien de gagner à la maison. Un petit mot sur l'équipe de France et cet Euro que vous avez dû suivre. On en parlait tout à l'heure avec Chloé, avec Aïssatou aussi également, qui était concernée, son vice-championne d'Europe. On a quand même vibré avec cette équipe de France, même si la médaille, le titre n'est pas au bout, mais il y a un bel avenir dans cette équipe. Oui, il y a un bel avenir, il y a une belle rotation. On voit qu'il y a des jeunes qui arrivent, donc Chloé fait partie. Aïssatou, c'était sa première cape aussi, donc c'est bien. Ça veut dire qu'il y a de la possibilité, c'est pour eux, on peut faire venir des nouvelles joueuses. C'est aussi des Jeux Olympiques dans 6 mois, donc il y a eu ces championnats d'Europe évidemment réussis avec cette médaille d'argent, mais il y a aussi une belle continuité avec les Jeux Olympiques, et chaque joueuse a envie de bien faire et en championnat pour espérer être dans ces 14 pour les JO. Après, c'est vrai que l'équipe de France, je pense qu'il y aura une rotation. Il y a des joueuses qui risquent d'arrêter après les JO. Et là, il y aura peut-être une nouvelle vague encore plus jeune qui vont arriver. Et j'espère encore plus avec de nouvelles Byzantines. On l'espère aussi également. Merci beaucoup, Sandrine. À bientôt. Merci, à vous. On espère aussi avec de nombreuses Byzantines, car dans cet effectif, il y a beaucoup de jeunes joueuses très prometteuses. Et on espère qu'elles auront leur chance pour accéder à l'équipe de France, mais c'est aussi beaucoup de travail. Mais elles sont dans un club bien structuré et avec de très bons éducateurs et des très bons entraîneurs. Donc, si elles ont du talent, le talent, plus l'entraînement, plus le travail, comme on dit, paie toujours. Donc, on leur souhaite d'accéder à cette équipe de France pour vivre des moments fous, comme le rappelait Chloé et Valentini tout à l'heure. Et c'est vrai et on espère les voir revenir avec plein de médailles du côté du Palais des Sports Gagny-Galouse. On va s'intéresser à ce qui s'est passé maintenant direction le basket, juste pour vous dire que aussi également en Pro League, les joueurs du Grand Besançon Doux Handball ont repris l'entraînement dès la semaine dernière. Donc le championnat va reprendre très prochainement, mais avant ça, il faut une petite remise en condition. Du côté du basket, une défaite pour le Bezac qui s'est tacliné ce samedi du côté du gymnase des Montboucons face à Mulhouse-Stadt, 107-85. Mais ils vont pouvoir se reprendre les basketteurs byzantins, car ils seront en déplacement du côté de l'USAP Basket, c'est l'US Avignon Pontet Basket. D'ailleurs, vous pourrez voir cette rencontre sur le Facebook du club d'Avignon.
Ce sera donc pour le championnat de France de National 1 dans la poule B. Ce sera à partir de 20h du côté d'Avignon. Donc on espère que les basketteurs bisontins reviendront dans la capitale comtoise avec cette victoire. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité sportive, en tout cas de ce qu'on pouvait faire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. N'oubliez pas le port du masque, les gestes barrières. Et puis si on veut retourner dans les stades, sur les terrains, dans les palais des sports, toutes et tous ensemble, il faut adopter aussi ces gestes barrières. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis on se retrouvera lundi prochain, même lieu, même heure, pour débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé dans la semaine et pendant le week-end. À bientôt, bye bye. Donner le cœur de figurer parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters.